Bienvenue dans le dossier, où chaque histoire dévoile une nouvelle énigme à résoudre. Rejoignez-nous pour une plongée dans Miss Marple et l'empreinte sur la page de la Bible. Une histoire créée par un fan pour célébrer le charme et le génie de la détective légendaire d'Agatha Christie. Nous serions ravis de vous compter parmi nous pour cette aventure palpitante. Partagez vos impressions, dites-nous d'où vous regardez et si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à nous les signaler. Vos commentaires nous aideront à vous proposer des mystères encore plus captivants. Chapitre 1. La cloche qui a sonné après le coup de feu. Le vicaire entendit un coup de feu, puis la cloche de l'église sonna. Mais personne n'était là pour tirer la corde. Tout commença par une nuit où la pluie ne tombait pas à torrents, mais en fines aiguilles persistantes qui perçaient les haies et s'accrochaient aux pierres de Sainte Pétronille comme la rosée sur un cadavre. Le village de Dunbridge était déjà plongé dans son silence habituel du mardi, celui qui s'installe tôt lorsque la seule fenêtre ouverte est celle du bureau du presbytère, et que même les chiens semblent pressentir l'heure du silence. Mais soudain, un bruit unique et sec retentit, un craquement unique, sec, inimitable, résonnant sur l'ardoise humide et les murs couverts de mousse. Le révérend Alworthy, assis près de son foyer avec le livre saint et une tasse d'Earl Grey tiède, sursauta si violemment qu'il renversa du thé dans sa manche. Il se leva, le cœur battant, et se dirigea vers la fenêtre. Ce qu'il vit n'était rien. Seules les pierres tombales couvertes de lichen scintillaient dans l'obscurité et les lourdes portes de chêne de l'église se dressaient immobiles. Mais au moment où il se détournait, soudain et sourd, retentit le tintement de la cloche du clocher. Un seul coup de sifflet, il se figea. Le cordon de la cloche, il le savait bien, pendait dans la sacristie verrouillée. Aucun vent ne pouvait produire ce son. Elle avait été sonnée par une main humaine. Moins d'une heure plus tard, le constable de Monkswood était arrivé, remontant le chemin de gravier avec une lanterne et des bottes couvertes de boue. Ensemble, lui et le vicaire entrèrent dans la nef, le faisceau de la lampe traversant les bancs, captant l'éclat doré de la croix d'autel, les ombres s'étirant comme de longs doigts le long de l'allée. C'est alors qu'ils le virent. Le corps gisait juste sous le clocher, affalé au pied de l'échelle, qui y menait. Il était vêtu d'un manteau de laine noirci par la pluie, une main tendue, l'autre enroulée autour d'un revolver poli. Du sang imprégnait les dalles sous lui, et son visage, bien qu'intact, était figé, bouche bée, sous l'incrédulité d'une mort subite. « Bon Dieu !» murmura le vicaire en faisant le signe de croix. L'agent Marines se pencha, veillant à ne pas abîmer l'arme. C'est le colonel Weatherby, sans aucun doute, une balle en pleine poitrine. Il leva les yeux vers l'obscurité. Mais que diable faisait-il dans le beffroi? 1 heure plus tard, Miss Marple se tenait près du corps, l'air ni choqué ni sombre, mais pensif, étrangement calme. Il était rare qu'elle arrive avant le médecin légiste, mais elle prenait le thé au presbytère lorsque le coup de feu retentit. Elle avait enfilé son manteau et était sortie dans la nuit humide presque aussitôt, tel un rouge-gorge appelé par instinct, par un silence soudain dans les arbres. Miss Marple avait toujours détesté le colonel Weatherby. Pas ouvertement, bien sûr, ses manières étaient bien trop raffinées pour cela, mais il y avait quelque chose dans sa façon de toujours oublier sa présence, même lorsqu'il s'adressait directement à elle. Quelque chose aussi dans sa façon de dire un jour à la jeune Pamela Drew: « Il y a des hommes qui portent leur passé comme une médaille, ma chère, mais certaines médailles cachent les blessures qu'ils ont infligées aux autres. » Le colonel Weatherby, retraité et d'un tempérament aigri, vivait à Stonebridge Hall depuis la mort de sa femme 5 ans plus tôt. On le voyait souvent aux offices, plus rarement aux fêtes, et jamais à une réception qui nécessitait de danser ou de bavarder. Ses seules joies, à la connaissance du village, étaient dans ses chiens, son whisky et sa solitude obstinée. Et pourtant, il gisait là, non pas dans son fauteuil, mais au pied de l'échelle du clocher de l'église, abattu, peut-être de sa propre main, peut-être pas. On dirait un suicide, murmura Marianne, même si un froncement de sourcils se forma en regardant le revolver. Il a dû venir ici pour affaire. Il est monté à mi-hauteur et a changé d'avis. Miss Marple resta silencieuse un long moment. Elle s'agenouilla prudemment près du cadavre, son parapluie sous un bras, sa main gantée tendue, non pas pour toucher l'arme,
mais pour inspecter la manchette gauche du manteau. Elle pencha la tête. Puis elle reporta son attention sur l'échelle du clocher et ses barreaux, poussiéreux. Aucune trace de pas sur l'échelle, remarqua-t-elle doucement. Excusez-moi, elle désigna délicatement du doigt. Les barreaux sont poussiéreux, intacts. Et pourtant, si le colonel Weatherby était monté sonner juste avant, eh bien, il devrait y avoir au moins des éraflures, non? Mirren se pencha pour regarder. Elle avait raison. Alors soit il a sonné d'en bas, murmura-t-il peu convaincu, soit, ou quelqu'un d'autre l'a sonné après avoir été blessé, dit doucement Miss Marple, ce qui serait vraiment très étrange. Il y eut alors un silence, rompu seulement par le souffle du vent à travers les avant-toits et le tic-tac de l'horloge sur le bureau du vicaire lorsqu'ils rentrèrent. Le corps avait été enlevé, mais l'empreinte de l'événement persistait comme de l'encens. Le colonel Weatherby n'était pas un sentimental, dit le révérend Alworthy en versant une autre théière, les mains tremblantes. Il n'était pas non plus vraiment pieux. Il paraît étrange qu'il ait choisi de mourir dans une église. Tout à fait, dit Miss Marple, son tricot intact sur ses genoux. Et c'est encore plus étrange d'apporter un pistolet. On n'entre généralement pas armé dans la maison de Dieu, sauf si l'on craint des ennuis. La porte grinça. Une femme mince sortit du couloir, les yeux cerclés de rouge, les mains gantées serrées contre elle. Pamela Drew. J'ai entendu, dit-elle doucement. Je suis venue dès que j'ai pu. Est-ce qu'il a laissé un mot? Non, dit Marines. Pas de mot. Pamela se tourna vers Miss Marple, la voix tremblante. Pensez-vous que c'était un meurtre? Je pense, dit Miss Marple d'une voix calme, que les faits ne sont pas encore classés dans le bon ordre. Il faut parfois remonter à l'envers pour voir où la maille a foiré. Pamela s'assit lourdement sur le canapé. Il venait me voir, dit-elle, après la mort de mon père. Il disait se sentir responsable. Ils avaient servi ensemble, mais il semblait toujours si hanté. A-t-il parlé de la guerre? Demanda Miss Marple en l'observant attentivement. Une fois, dit Pamela en fronçant les sourcils, il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit « Certains fantômes ne se reposent pas en Flandre. Certains vous suivent jusqu'à chez vous. J'ai cru que c'était juste une conversation sous l'effet de l'alcool. » Miss Marple croisa les mains. Le chagrin et la culpabilité se font souvent passer pour du stoïcisme, ma chère. Mais parfois, le manner d'Endeavour, silence masque le danger. Le lendemain, la pluie reprit, et avec elle, une enquête. Le coroner arriva, ainsi que l'avocat de Weatherby, Midemsey, un homme rondouillard et exigeant, les lunettes toujours sur le nez. Il confirma que les affaires du colonel étaient en règle, mais qu'aucun Nouveau Testament n'avait été déposé à son étude depuis 5 ans. La succession, par défaut, serait transmise à sa nièce, Judith Talbot, dont il était séparé, et qui n'avait pas été vue à Dunbridge depuis près de 10 ans. Mais avant la fin de la réunion, un autre fait surface. Madame Weatherby, la défunte épouse du colonel, avait tenu un journal intime. Bien que de nombreuses pages aient été détruites après sa mort, l'une d'elles était restée cachée sous la couverture d'un recueil de cantiques sur le 2e banc, celui-là même où Miss Marple s'asseyait toujours. Le bedeau retrouva la page ce matin-là, un fragment déchiré à l'encre délavée, mais encore lisible. Il a dit qu'il ne le dirait jamais. Mais, je l'ai vu. La page de la Bible était marquée. Il a posé le doigt sur le nom, comme si cela allait le sauver. L'expression de Miss Marple s'est affinée. « Où est cette Bible maintenant ?» demanda-t-elle. Apparemment, il avait été déplacé lors de l'enlèvement du corps. Il était resté ouvert à 2 Samuel, bien que personne ne se souvienne du verset exact. Miss Marple demanda à le voir immédiatement. On apporta le livre. Elle tourna soigneusement chaque page, inspectant le papier et le tenant à la lumière. Puis elle marqua une pause. « Tiens, dit-elle. Là, faible mais indéniable, se trouvait l'empreinte huileuse d'une empreinte digitale. Un demi-tourbillon, taché et partiel, comme dessiné à la hâte. L'empreinte était ancienne, pas fraîche, mais indéniablement humaine. » Marines cligna des yeux. « Comment diable as-tu remarqué ça ?»« Parce que je m'y attendais, » dit-elle. La page du journal intime dit qu'il a posé le doigt sur un nom. Cette Bible n'a pas été nettoyée depuis un certain temps. Il est curieux, cependant, que le verset qu'elle mentionne soit un verset que je n'ai jamais vu cité par le colonel
lors de toutes ses visites à l'église. Mary se pencha, et il le frappa là du tranchant de l'épée, et il mourut à l'endroit même. Pamela frissonna. « C'est un verre étrange sur lequel on peut appuyer du doigt, » dit doucement Miss Marple, « à moins qu'on ne veuille envoyer un message. »« Un message à qui ?»« C'est ce que j'ai l'intention de découvrir, » dit-elle en se levant lentement. Alors qu'elle sortait à nouveau sous la pluie, ses pensées tissaient déjà le délicat fil conducteur du mobile, des moyens et de l'opportunité. Quelqu'un avait tué le colonel Weatherby, ou l'avait suffisamment effrayé pour l'amener à l'église avec un revolver et une vieille Bible. Quelqu'un avait sonné la cloche après le coup de feu, et quelqu'un avait un jour marqué cette page, comme si sa vie, ou celle d'autrui, en dépendait. Miss Marple jeta un dernier coup d'œil, au clocher au-dessus, ses yeux se plissant, parce que la cloche avait sonné après le coup de feu, et cela signifiait que quelqu'un d'autre était présent dans l'église. Regarder, en attendant, ou peut-être revenir pour terminer ce qui venait à peine de commencer. Chapitre 2. La page qui ne voulait pas tourner. Une Bible est ouverte dans les mains du mort, son pouce appuyé sur une seule page, portant une empreinte digitale ensanglantée. La pluie n'avait pas cessé au matin. Une bruine tombait sans interruption sur les tombes du cimetière Sainte-Pétronille, tachetant les pierres comme des larmes sur du parchemin. Une brume humide s'accrochait aux haies et des flaques se formaient le long du chemin pavé qui serpentait du porche à l'église. Le meurtre du colonel Weatherby avait déjà commencé à alimenter les rumeurs derrière les rideaux et les comptoirs des boutiques. Pourtant, ce n'était pas seulement sa mort qui troublait Miss Marple. C'était ce qu'il avait laissé derrière lui, serré, fermement dans la mort, comme si le défunt avait tenté une ultime tentative désespérée pour communiquer une vérité trop terrible pour être dite à voix haute. Ce matin-là, tandis que le gendarme était occupé avec les rapports officiels et que le coroner préparait l'enquête, Mademoiselle Marple retourna seule à l'église. Les clés avaient été confiées au bedeau, et un mot poli lui permit d'y accéder discrètement. Elle pénétra dans la nef, où flottait une légère odeur de cire et de bois humides. Tout était comme avant, sauf l'absence du corps. Mais sur le premier banc, posé sur un tissu plié, se trouvait l'objet qu'elle était revenue examiner, la Bible du colonel. Elle s'en approcha avec précaution, les yeux plissés. Le lourd volume était ouvert, exactement comme on l'avait trouvé. Ses pages étaient recourbées sur les bords, même si celle sous son pouce droit était inhabituellement plate. Cela aurait échappé à beaucoup, mais pas à Jane Marple. Elle se pencha lentement, remarquant une légère trace de sang séché, une tache dans la marge inférieure de la page de droite. Pas tout à fait une empreinte digitale complète, mais suffisante pour indiquer que l'homme était mort en serrant le livre, et qu'il l'avait fait exprès. Elle inclina délicatement la page, mais elle refusait de se soulever. Elle s'accrochait obstinément à celle du dessous, comme collée par l'humidité ou autre chose. Miss Marple récupéra son mouchoir en dentelle, en tamponna le bord et appliqua une légère pression. La page refusait toujours de tourner. C'est alors seulement qu'elle réalisa. Ce n'était pas l'humidité qui la retenait, mais la page avait été fixée. Tirant une petite épingle en argent de sa manche, elle glissa la pointe sous le coin et la manipula patiemment. Enfin, la page se détacha dans un léger craquement, révélant une fine ligne de cire, presque invisible le long de la couture. Quelqu'un l'avait délibérément scellée, pour la maintenir ouverte, ou pour dissimuler ce qui se cachait en dessous. Elle inspira profondément. Là, sous la feuille scellée, se trouvait un autre verset, celui-ci tiré du livre des rois. Ses yeux parcoururent la colonne, et un passage précis surgit, légèrement souligné par ce qui semblait être un crayon. Et l'homme de Dieu cria contre l'autel, et il se déchira, et les cendres se répandirent. Miss Marple la fixa longuement. Puis elle reporta son regard sur la page précédente, celle sur laquelle le pouce ensanglanté du colonel avait appuyé. Cette page portait un vers complètement différent. Il y était question de bataille, de trahison, de châtiment. C'était dramatique, théâtral, clairement destiné à attirer l'attention. Mais la page scellée, le vers caché, contenait le véritable message. Quelque chose avait été révélé. Peut-être un secret, peut-être un péché. Un léger bruit de pas résonna derrière elle, et elle se retourna. Le révérend Alworthy se tenait sur le seuil, le visage pâle, son manteau perlé par la pluie. « Je suis désolé, dit-il en clignant des yeux.
Je ne voulais pas déranger. Pas du tout, vicaire, répondit doucement Miss Marple. En fait, votre timing est plutôt opportun. Il s'approcha, fronçant les sourcils en voyant la Bible. Remarquez-vous quelque chose de particulier dans ce passage demanda-t-elle en tapotant la page inférieure. Il se pencha, ses yeux s'habituant à la lecture. Souligné, dit-il lentement. Mais ce n'est pas le passage qu'ils ont trouvé ouvert. Non, c'était celui-ci, dit-elle en désignant la page supérieure. Seulement les deux étaient scellés ensemble, à la cire. Il parut surpris. Délibérément ? Très délibérément, dit-elle. La question est, par qui ? Et quand ? Il hésita, puis admit. Le colonel gardait cette Bible sur le banc du fond. Il utilisait toujours la même. Quelqu'un aurait alors pu le trafiquer il y a quelques jours, voire quelques semaines, sans jamais s'en rendre compte. Le vicaire hésita. Mademoiselle Marple, il y a quelque chose que je dois vous dire. Hier, avant la découverte du corps, j'ai reçu une lettre. Anonyme. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste une phrase sur un bout de papier. Il le sortit de la poche de son manteau et le lui tendit. Elle la lut à voix haute. « La justice réside dans les cendres de l'autel. » Elle leva les yeux, son expression s'accentuant. « Tu n'as pas pensé à me le dire hier soir ?»« Je n'étais pas sûr que ça voulait dire quelque chose, » balbutia-t-il. « Et, avec le choc... » « Bien sûr, dit-elle gentiment, sans quitter le mot des yeux. L'écriture était fine, penchée, l'encre légèrement maculée. Mais le message était indéniablement lié au verset souligné. Des cendres jaillissaient de l'autel. Miss Marple quitta l'église peu après, traversant lentement le cimetière, ses chaussures s'enfonçant légèrement dans l'herbe mouillée. Une silhouette attendait près du portail. Pamela Drew, de nouveau, son manteau serré contre la bruine. « J'ai entendu dire que tu étais de retour à l'église, » dit-elle doucement. « As-tu trouvé quelque chose de nouveau ?»« Je crois que oui, » dit Miss Marple. « Quelque chose que le colonel voulait nous dire. Mais quelqu'un a tout fait pour que nous ne le voyions pas. » Le visage de Pamela se crispa. « Tu ne penses pas qu'il s'est suicidé, si ?»« Je pense, » dit Miss Marple, « que le colonel Weatherby n'était pas homme à exprimer le désespoir. S'il venait à l'église avec cette Bible à la main, c'était pour montrer quelque chose à quelqu'un, ou pour rencontrer quelqu'un qui savait déjà. » Pamela baissa la voix. « Il a parlé de Judith. Une fois, sa nièce, elle hocha la tête. Il disait qu'elle était un fardeau qu'il ne pouvait pas désavouer. C'est comme ça qu'il l'a formulé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais quelque chose s'est passé. Il m'a dit qu'elle le tenait responsable de quelque chose qui s'était passé pendant la guerre. Quelque chose en rapport avec son père. « Mon père ?» Miss Marple marqua une pause. « Toi et Judith, vous êtes cousines, éloignées. On se connaissait à peine. Mon père, le major Drew, servait sous les ordres du colonel Weatherby. Il est décédé en 1918. Le colonel est toujours venu voir ma mère après cela, jusqu'à son décès. Puis il a commencé à me rendre visite. Il semblait accablé par une culpabilité qu'il ne nommait jamais. A-t-il déjà mentionné la Bible ? Seulement qu'il ne faisait plus autant confiance à Dieu, que certains péchés n'étaient pas censés être pardonnés. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Tout le monde a ses fantômes, ma chère. Certains s'habillent simplement mieux pour aller à l'église. Ce soir-là, elle rentra chez elle à St. Mary Mead et envoya 2 lettres. L'une à une amie de Scotland Yard, l'autre à une ancienne bibliothécaire de Bath, passionnée par la recherche de citations de vers obscurs. Puis elle consulta ses propres notes. 3 choses, au-delà de l'évidence, la troublaient. Premièrement, la page de la Bible scellée, manifestement réalisée à l'avance, suggérant une préméditation. Deuxièmement, le message de la note anonyme, trop précisément aligné avec le verset caché pour être une coïncidence. Troisièmement, l'empreinte digitale sur la page ci-dessus, sanglante, certes, mais aussi apposée, comme si elle avait été posée délibérément. Pourquoi un homme mourant appuierait-il son doigt sur un passage censé tromper ? À moins que quelqu'un d'autre l'ait placé là. Le One. Lendemain matin apporta un vent froid et la visite du gendarme Mearns, qui frappa à la porte de Miss Marple avec une liasse de papier et un regard inquiet. « On a trouvé quelque chose d'étrange, dit-il. Dans le tiroir du bureau du colonel. » Il sortit une lettre.
Elle était écrite de la même écriture penchée que le mot remis au vicaire. Seulement, celle-ci était plus longue, et non signée. Tu crois que personne ne se souvient? Mais j'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé à l'abbaye. J'ai vu ce que tu as fait et ce que tu as laissé derrière toi. Tu as utilisé l'autel pour enterrer la vérité. Mais la vérité brûle toujours. Miss Marple le lut 2 fois, puis le plia soigneusement. L'abbaye a-t-elle jamais fait l'objet d'une enquête pendant la guerre? Pas à ma connaissance. Alors j'aimerais beaucoup le voir. L'abbaye n'était plus que ruine, une relique recouverte de lierre à 1,5 kilomètre de Dunbridge, où les moutons paissaient et où le vent sifflait à travers, les arches brisées. Ils l'atteignirent à pied, les bottes trempées de boue, et s'arrêtèrent devant l'entrée en pierre effondrée. Miss Marple avançait lentement, le regard scrutant le sol. « Là !» dit-elle soudain en désignant un creux à la base des vestiges de l'autel. Il avait été scellé avec des pierres plates, mais une pluie récente avait remué la terre. Marines s'agenouilla et les libéra. À l'intérieur se trouvait une boîte rouillée. À l'intérieur, enveloppée dans une toile cirée, se trouvaient plusieurs papiers et une photographie. La photo montrait 5 hommes en uniforme. L'un d'eux était incontestablement le colonel Weatherby. Un autre, plus jeune et souriant, portait le nom de Major Drew, griffonné dans le dos. Les autres n'étaient pas marqués. Miss Marple étudia leur visage. 2 lui semblaient familiers, vaguement. Elle se tourna vers les papiers. L'un était un rapport de campagne, l'autre un ordre de démobilisation, et le dernier était une lettre, datée de 1918, de Weatherby à un commandant, décrivant une retraite qui avait mal tourné, au cours de laquelle un soldat avait été abandonné pour mourir. La lettre prétendait qu'il s'agissait d'une erreur, mais le ton était froid, calculé. « Chantage », dit-elle doucement. Quelqu'un était au courant, et ils ont menacé de le dénoncer. Marines regarda les papiers. « Mais qui ?» Miss Marple regarda une fois de plus la photo. Judith Talbot. Elle était enfant lorsque son père est mort. Mais les enfants se souviennent de choses que les adultes oublient. Si jamais elle retrouvait cette photo, si elle reconnaissait l'un des hommes impliqués, elle laissa la pensée s'estomper. Alors qu'ils traversaient la brume, la cloche du village sonna midi. Miss Marple gardait les yeux fixés sur elle, mais son esprit s'emballait. La Bible scellée, le faux verset, la lettre enfouie sous l'autel. Tout cela indiquait non seulement la culpabilité, mais aussi la peur. Le colonel Weatherby avait tenté de protéger quelque chose ou quelqu'un. Et pourtant, sa mort n'était pas un acte de protection. C'était un silence. Alors que la brume se dissipait et que les cheminées du manoir apparurent, Miss Marple se tourna vers Marines. « Trouvez Judith Talbot, dit-elle. Doucement, parce que je crois que la page suivante a déjà commencé à se tourner. » Chapitre 3. L'héritier qui n'est jamais monté à bord du train. Tout le monde l'a vu sur le quai, billet en main. Alors pourquoi ces bagages ont-ils été retrouvés dans le grenier de la victime? C'est le portier qui en fit la première mention, une remarque désinvolte adressée à l'agent Merrim, une cigarette matinale à la main, plus un commérage qu'une confession. C'est drôle ce Talbot. Je l'ai vu comme en plein jour mardi. Il se tenait près du banc, près du train de 10h04, élégant manteau, valise à la main, jetant un coup d'œil à sa montre, comme quelqu'un qui a quelque chose à faire. Mais il ne monta jamais. Le train démarra, et il se tenait là, aussi propre qu'on le souhaite. Puis, l'instant d'après, disparut. Marines, venu uniquement pour s'enquérir des livraisons de colis adressés à feu le colonel Weatherby, marqua une pause au milieu de son gribouillage. « Le cousin de Judith Talbot ?»« C'est bien lui, » acquiesça le portier. « L'héritier, disait-on, sauf qu'il a disparu, et personne ne l'a revu depuis. » Le soir même, alors que le ciel de Dunbridge s'enfonçait dans la terre boueuse, Marines arriva au cottage de Miss Marple, les bottes à gauche, mouillées et les sourcils froncés. Elle lui offrit une serviette et une tasse de thé frais, et ce n'est qu'après qu'il eut pris les 2 qu'il dit « J'ai quelque chose d'étrange pour vous, Miss Marple. Une vision, si on peut appeler ça comme ça. » Lorsqu'il eut raconté l'histoire du portier, Miss Marple dépliait déjà sa carte du district, son doigt parcourant la ligne allant de Dunbridge à Monkswood. « Talbot, murmura-t-elle. Ce serait Frédéric Talbot, n'est-ce pas? Le cousin cadet de Judith. Il venait tout juste d'avoir 26 ans
si ma mémoire est bonne. Sa mère s'est enfuie en Italie de façon scandaleuse et son père s'est ruiné en buvant. Pas de fortune, mais une grande fierté. Marines parut perplexe. Vous connaissiez la famille? Je les connaissais, dit-elle en sirotant son thé. Tout comme le colonel Weatherby, j'imagine. Frédéric était le suivant dans l'ordre de succession, voyez-vous. Après Judith. Marines fronça les sourcils. Le testament du colonel laissait tout à Judith. Oui, répondit Miss Marple, mais récemment seulement. Maître Dempsey, le notaire, a confirmé l'existence d'une version antérieure, selon laquelle Frédéric héritait de tout. 2 jours plus tard, ils trouvèrent la valise. C'est Judith Talbot qui la découvrit, bien qu'elle n'ait jamais admis avoir jamais mis les pieds dans le grenier. Elle prétendit avoir entendu un léger bruit en passant par le couloir des domestiques dans l'aile est et, curieuse, gravit l'étroit escalier pour enquêter. Là, sous une couverture mitée, à côté d'une malle remplie de médaillons militaires, se trouvait la valise, monogrammée FT, rayée et abîmée, mais impossible à confondre. L'étiquette était encore accrochée à sa poignée, vers la gare de Paddington. Mardi, 10h04. L'agent Marines arrive à Stonebridge Hall, dans l'heure, traînant la mallette jusqu'au salon où Miss Marple attendait près de l'âtre, son tricot reposant nonchalamment sur ses genoux. Judith se tenait à l'écart, pâle, les bras croisés. « Je ne sais pas comment elle est arrivée là, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Je n'avais pas vu Frédéric depuis des mois. Il n'a jamais répondu à mes lettres. » Miss Marple se leva lentement et s'approcha de la mallette. La serrure avait été forcée, grossièrement, avec un instrument plat, probablement un tournevis. À l'intérieur se trouvaient des chemises pliées, un nécessaire de rasage et une paire de chaussures usées. Mais sous tout cela, soigneusement dissimulée sous la doublure, se trouvait une enveloppe scellée, adressée de la main de Frédéric à F.T. À ouvrir en cas de ma disparition. Marines le fixa du regard. « Eh bien, ce n'est pas du tout inquiétant. » Miss Marple l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier épais, sur laquelle était écrit, à l'encre tremblante, « Il m'a dit de partir, que je n'avais plus ma place ici. Il m'a donné de l'argent pour disparaître. Mais je ne peux pas. J'ai besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé à l'abbaye. Sur mon père, sur le tien. » Il n'y avait aucune signature. Le visage de Judith changea légèrement. Ses yeux ne s'écarquillèrent pas, mais sa mâchoire se crispa et, l'espace d'un instant, elle ressemblait à une enfant se préparant à affronter la tempête. Miss Marple plia soigneusement le papier. Ceci, dit-elle, n'était pas censé être trouvé. Du moins pas chez le colonel. Si Frédéric l'avait emballé pour l'emmener à Londres, pourquoi aurait-il fini dans un grenier où il n'était jamais entré? À moins que, murmura Marines, il ne soit jamais parti du tout. Mais on l'a vu sur le quai, insista Judith. Plusieurs personnes me l'ont dit. Il avait un billet. Il avait l'intention de partir. Oui, répondit doucement Miss Marple. Mais cela prouve seulement qu'il voulait faire croire qu'il était parti. Non pas qu'il l'ait vraiment fait. Il y eut un silence, rompu seulement par le léger tic-tac de l'horloge comptoise près de la fenêtre. Puis Judith se tourna vers le feu, les bras toujours croisés. Il voulait toujours des réponses. Sur la guerre, sur le colonel. Il croyait qu'il y avait quelque chose de caché dans cette abbaye, quelque chose qu'on ne lui avait jamais dit. La voix de Miss Marple était basse. Y avait-il? Judith ne répondit pas. Cette nuit-là, Miss Marple resta éveillée plus longtemps que d'habitude, la pluie claquant contre la fenêtre de sa chambre, comme des doigts, agités. Son esprit revenait sans cesse à la lettre. Sa mention énigmatique de l'abbaye et le fait que Frédéric et Feu, le colonel Weatherby, semblaient tous deux attirés par elle dans leurs derniers jours. Les ruines avaient été le théâtre de leur lot de secrets, et elle soupçonnait qu'elles en recelaient davantage. Au matin, le temps s'était dégradé. Un soleil pâle et hésitant filtrait à travers les nuages, tandis que Miss Marple retournait à l'abbaye avec Marines. Elles cherchèrent de nouveau, près de l'autel, autour des pierres qu'elles avaient déjà déplacées, mais cette fois, l'attention de Miss Marple se porta sur la vieille porte de la sacristie, une structure en fer rouillé, à moitié engloutie par le lierre. Elle grinça avec effort. À l'intérieur, l'air était vicié et les murs de pierre recouverts de mousse. C'est là qu'elle remarqua le grincement d'une botte dans la poussière, récent. Pas de leur dernière visite.
trop petite pour le colonel, trop large pour Judith. Et près du coin à moitié caché derrière une poutre tombée, gisait un pardessus en tweed, taché d'eau et usé. Dans sa poche se trouvait un billet de train cassé, à moitié déchiré, à moitié froissé, avec l'heure encore visible, 10h04 de Dunbridge à Paddington. Miss Marple s'agenouilla lentement. Le manteau était à Frédéric, et quelqu'un avait essayé de le cacher. Ils retournèrent au village en silence. Dans le cimetière, le fossoyeur s'arrêta un instant pour relever sa casquette à leur passage. « Dommage. Pour le petit Talbot, murmura-t-il. Il venait ici, vous savez. » Il s'asseyait près du banc du vicaire. Il disait que ça le rapprochait de son père. Puis après une pause, il ajouta « C'est drôle, le colonel l'a surpris une fois, assis dans le clocher. Il l'a grondé violemment. C'était le mois dernier. » Miss Marple se retourna. « Le beffroi ?»« Oh oui !» acquiesça le fossoyeur. « Il a dit que ce n'était pas convenable. Il a dit que Frédéric n'avait pas le droit de grimper là où Lady Town n'avait pas sa place. » À son retour, Miss Marple avait une théorie qui correspondait aux indices, mais pas encore aux mobiles. Elle relut ses notes. Frédéric avait été aperçu sur le quai. Ses bagages, on ne sait comment, avaient atterri dans le grenier du colonel. Son manteau abandonné à l'abbaye, et sa lettre, suggérant un chantage ou une vérité cachée, laissait entrevoir quelque chose de plus sombre entre le colonel et le passé qu'il partageait. Elle sortit la photo, retrouvée à l'abbaye, et l'examina à nouveau. Weatherby, le major Drew, et un autre visage, vaguement familier. Elle ignorait le nom, mais elle se souvenait des yeux. Elle les avait déjà vus. Le lendemain, elle demanda à rencontrer le révérend Alworthy. Autour d'une tasse de thé, elle déplia la photo devant lui. « Reconnaissez-vous cet homme ?» demanda-t-elle en pointant du doigt. Le vicaire plissa les yeux. « C'est Gregory Milbank. Il était aumônier en France. Il est revenu brisé. Il avait trop bu. Il est mort il y a quelques années. Pourquoi ?» Miss Marple tapota la photo. « Parce que le père de Judith, le major Drew, a écrit à Milbank en 1918. Cette lettre a disparu, et Milbank connaissait Drew et Weatherby. » Le vicaire fronça les sourcils. « Vous pensez que ça remonte à la guerre ?»« Je pense, dit-elle doucement, que quelqu'un était déterminé à tenir une promesse faite sur un champ de bataille, et que quelqu'un d'autre voulait la rompre. » Plus tard dans la soirée, un télégramme arriva. Il provenait de la bibliothécaire de Bath à laquelle mademoiselle Marple avait écrit, désormais retraitée, à Lim-Régis. Le message était bref. Frédéric Talbot s'est renseigné le mois dernier sur le rapport de terrain 112B, retraite de l'abbaye de Stonehill. Rapport confidentiel, caviardé par Weatherby, question non résolue. Miss Marple le lut 2 fois, puis elle prit son manteau. Elle trouva Judith seule dans le salon, les yeux fixés sur la grille froide. « Vous avez dit que Frédéric n'avait pas répondu à vos lettres, dit Miss Marple, mais vous ne m'avez jamais dit ce que vous aviez écrit. » Judith ne leva pas les yeux. Je l'avais prévenu de le laisser tranquille, que ce n'était pas sûr. Miss Marple était assise en face d'elle. « Il n'a pas écouté, n'est-ce pas ?»« Non ?» Le silence planait entre eux. Puis Judith prit la parole. « Le colonel a tué mon père, dit-elle. Pas d'une balle. Sur ordre, il l'a abandonné pour sauver sa réputation. C'est ce que Frédéric a découvert, et c'est pour cela qu'il est mort. » La voix de Miss Marple était un murmure. « Alors, où est-il » Judith la regarda pour la première fois. Ses yeux étaient secs maintenant, trop secs. « Je ne sais pas, dit-elle, mais si tu trouves le reste du rapport, tu le trouveras. » Miss Marple se leva lentement. Elle regarda une fois de plus la lettre de Frédéric posée sur ses genoux. « J'ai besoin de connaître la vérité sur ce qui s'est passé à l'abbaye, sur mon père, sur... Le tien ?» 2 hommes étaient morts. L'un récemment, l'autre il y a longtemps. Et Miss Marple le savait désormais. Leurs morts n'étaient pas séparés. C'étaient des chapitres du même livre. Et la page suivante avait déjà commencé à se tourner. Chapitre 4. Le testament rédigé sous un déguisement. Un nouveau testament apparaît, écrit d'une main familière, mais signé sous un nom longtemps enterré. L'orage qui s'abattit sur Dunbridge cette nuit-là avait le son étrange de vieux secrets qui se transforment. Le tonnerre grondait au loin sur les collines,
résonnant à travers les arbres ruisselants, et les fenêtres de Stonebridge Hall claquaient dans leurs encadrements, tels des témoins inquiets. À 8h30 précises, la sonnette retentit, non pas le coup sec et joyeux destiné aux invités, mais le son lourd et lancinant, vibrant d'un pressentiment. Miss Marple, assise dans le salon avec son tricot et un œil méfiant sur Judith Talbot, leva les yeux lorsque le majordome entra, avec une enveloppe cachetée et un air inquiet. « Remis en main propre, dit-il, comme si l'objet risquait de mordre. Pas de nom au dos. » Judith la prit en fronçant les sourcils. Le papier était épais, légèrement jauni, le cachet de cire craquelé sur le bord. Elle l'ouvrit, puis elle s'immobilisa. Le silence qui suivit fut palpable. Miss Marple regarda Judith déplier le document ci-joint. 3 pages, écrites avec précision à l'encre bleu foncé. La seconde portait une signature. Ses yeux se plissèrent. « C'est un testament, » murmura Judith. « Un nouveau testament, daté du mois dernier. » Mérins, assis près de la cheminée, se redressa. « Mais je croyais que le testament du colonel était entre les mains de Monsieur Dempsey. »« C'est vrai ou c'était vrai ?» dit Judith d'une voix neutre. « C'est une copie différente. Celle-ci désigne un héritier complètement différent. » Miss Marple tendit doucement la main. « Puis-je » Judith lui tendit le document à contre-cœur. Miss Marple le lut attentivement. Le texte était similaire à la version officielle. « Étant saint d'esprit, lègue par la présente. » Et ainsi de suite. Mais le destinataire désigné n'était pas Judith. C'était Frédéric Talbot. L'agent se frotta le menton. « Mais il a disparu ?»« En effet, » dit Miss Marple, ce qui rend la chose d'autant plus curieuse. Elle tapota le bas de la dernière page. « Regardez, la signature, W.H. Marchand. Ce nom n'est pas celui du colonel Weatherby. » Judith se pencha. « Mais l'écriture, elle ressemble exactement à la sienne. »« Oui, » dit Miss Marple. « En fait, je parierais que elles sont. »« Alors pourquoi signer un faux nom ?» demanda Mérins. « C'est précisément la question à laquelle nous devons répondre, » a déclaré Miss Marple. La pluie fouettait les vitres, tandis qu'un silence pesant s'installait. Puis lentement, Judith prit la carafe. « Marchand, » murmura-t-elle. C'était le nom d'un garçon dont mon père parlait. Un soldat de son unité. Il disait qu'il était mort à l'abbaye de Stonehill. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Était-il proche du colonel Weatherby? Judith hésita. Je ne sais pas. Mais je me souviens que mon père a dit quelque chose un jour, après une longue nuit. L'hôtel a nécessité plus que des prières ce jour-là. Il a fallu des noms. Miss Marple se leva. Je crois qu'il est temps que je reparle à Monsieur Dempsey. Quelque chose me dit que ce n'est pas la première fois qu'il entend ce nom. Le lendemain matin était gris et froid, le ciel couvert de nuages bas qui menacèrent de grésiller. Miss Marple prit la voiture locale pour Monkswood, les mains gantées jointes sur ses genoux, son esprit démêlant les fils plus vite qu'une aiguille à tricoter. Monsieur Dempsey, convoqué à son bureau au pied levé, l'accueillit avec une irritation polie qui se dissipa dès qu'elle lui présenta le faux testament. « C'est impossible, » dit-il en regardant les pages. « Le colonel Weatherby n'a fait aucune mention d'un testament révisé. J'ai été son avocat pendant 20 ans. Et pourtant, nous y voilà, dit doucement Miss Marple. Et vous reconnaissez la main ?» Il se déplaça. « Il ressemble au sien, oui, mais le nom est absurde. W.H. Marchand, cet homme est mort en 1918. Je me souviens que le colonel en a parlé un jour. Il a dit qu'il était victime de lâcheté. » Miss Marple pencha la tête. « La lâcheté de qui ?»« Il ne l'a pas dit, » a admis M. Dempsey, mais ça le hantait. Il n'en a parlé qu'une seule fois. Dehors, le vent murmurait doucement dans les cheminées. À l'intérieur, Miss Marple se pencha. « Saurais-tu par hasard si le colonel Weatherby a déjà écrit sous ce nom ?» Dempsey cligna des yeux. « Tu veux dire ?»« Je veux dire, » dit-elle, « si Marchand était plus qu'un fantôme du passé. Peut-être était-il devenu un pseudonyme, un masque commode pour des faits que le colonel ne souhaitait pas voir officiellement consignés. » Dempsey réfléchit. « Il y avait des lettres, » dit-il enfin. « Quelques-unes. Venaient de Londres, non signées, mais souvent postées depuis le Strand. Des questions sur le testament, des détails sur Judith. L'une d'elles était remise en main propre.
Le colonel a dit qu'elle venait d'une vieille connaissance. Je n'ai jamais insisté. Puis-je les voir? Je les ai brûlés, dit-il, sur les instructions du colonel. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais sa voix se fit plus froide. Ne vous est-il pas venu à l'esprit que vous détruisiez des preuves de coercition? Monsieur Dempsey s'est hérissé. Ce n'est pas mon rôle de remettre en question les souhaits de mon client. Non, dit-elle, mais il est de votre devoir de protéger la loi. Et ce testament, ce document, n'était pas destiné à être un instrument juridique. Il était destiné à être une menace. Elle retourna à Stonebridge Hall cet après-midi-là, les bottes humides, la cape saupoudrée de pluie. Judith était à la bibliothèque, fouillant dans les cartons de la vieille correspondance de Bisonti, son père. Elle leva les yeux à l'entrée de Miss Marple. « Est-ce qu'il l'a écrit ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit Miss Marple, mais pas pour modifier son héritage. Je crois qu'il était victime de chantage. » Judith fronça les sourcils. « Par Frédéric ?»« Pas directement, » répondit Miss Marple, « mais peut-être par quelqu'un qui aurait utilisé la quête de vérité de Frédéric comme moyen de pression. Quelqu'un qui connaissait Marchand. Quelqu'un qui savait que le colonel préférait falsifier un faux testament sous ce nom plutôt que de laisser son vrai testament être modifié. Alors pourquoi l'envoyer maintenant? Pour discréditer Frédéric, dit-elle. Pour faire croire qu'il tentait de s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas. Et quand Frédéric disparut, le plan tomba à l'eau. Judith s'enfonça dans son fauteuil. Alors quelqu'un a falsifié un testament en utilisant sa véritable écriture pour insinuer les motivations de quelqu'un d'autre? Oui, répondit Miss Marple. Un déguisement, bien en vue. Cette nuit-là, alors que l'orage revenait et que le hall grondait sous le vent et la pluie, Judith quitta sa chambre et descendit au salon, une bougie à la main. Là, près de l'âtre, Miss Marple était assise, bien éveillée, les yeux fixés sur le feu mourant. « J'ai trouvé quelque chose », murmura Judith en lui tendant un papier froissé. Miss Marple le déplia. L'écriture était celle de Frédéric. On pouvait y lire « Marchand n'a pas été tué. Il était caché. Mon père a aidé. Wetherby était au courant. Tout est encore à l'abbaye. » Miss Marple leva lentement les yeux. « Alors Frédéric n'a pas couru. »« Non, » répondit Judith. « Il est parti à la recherche de la vérité. » Et quelqu'un d'autre l'a suivi là-bas. Des éclairs fusaient au-delà des fenêtres. Le tonnerre grondait comme des coups de feu au loin. Miss Marple plia la lettre et la plaça à côté du testament. « Alors nous sommes plus proches que jamais, » dit-elle. « Et très bientôt, la vérité ne se cachera plus derrière aucun nom. » Dans la lueur mourante du feu, le visage de Judith oscillait entre peur et détermination, car quelqu'un avait rédigé un testament déguisé, mais c'était le défunt qui l'avait signé. Et le prochain à tomber ne serait peut-être pas le coupable. Chapitre 5. La veuve qui se souvenait trop de choses. Elle prétend qu'elle dormait, mais sa connaissance de la scène du crime est d'une précision troublante. La pluie revint un jeudi, comme souvent, à Dunbridge, s'élevant telle une fine cendre sur les haies et s'infiltrant entre chaque fissure de pierre et de bois. Stonebridge Hall se détachait sinistrement sur le gris, ses cheminées crachant une fumée pâle, ses couloirs plus froids qu'il n'y paraissait naturel. Le meurtre du colonel Wetherby avait perturbé non seulement la surface du village, mais aussi ses profondeurs plus sombres, rancune enfouie depuis longtemps, nom oublié et testament rédigé sous de fausses identités. Et, maintenant, au milieu de la tempête, un autre fil commençait à se tisser entre les mains prudentes de Miss Marple. Un fil tissé, non pas à partir de nouvelles découvertes, mais à partir de la mémoire trop parfaite d'une vieille femme. Tout a commencé au petit déjeuner. Judith Talbot, les yeux cernés par des nuits blanches, discutait avec l'agent Merens de l'emplacement du revolver du colonel. « Il l'avait encore à la main quand le vicaire l'a trouvé, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Poignet, détendu, index replié. » Merens cligna des yeux. « Comment le sais-tu » Judith fronça les sourcils. « Madame Ablewhite me l'a dit. Elle était là quand ils ont descendu le corps. »« Madame Ablewhite » demanda Miss Marple à voix basse, sa tasse de thé figée en l'air. « L'ancienne gouvernante du colonel, » répondit Judith. « Elle vit chez sa sœur à Larkspur Lane, depuis qu'il l'a laissée partir. Elle a dit être venue à l'église après le coup de feu, juste avant l'arrivée du gendarme. » Miss
Marple baissa sa tasse. « Ce n'est pas tout à fait vrai. » Marines et Judith se tournèrent tous deux vers elle. « Madame Applewhite n'était pas présente lors de la découverte du corps, » poursuivit mademoiselle Marple. « Seul le vicaire et l'agent Marines étaient présents dans l'église à ce moment-là. J'y étais moi-même peu après. Personne d'autre n'a été admis. » Le visage de Judith s'assombrit. Alors comment savait-elle qu'il avait le revolver dans la main? Le visage de Marines se crispa. Plus, précisément, comment savait-elle quelle main? À midi, Miss Marple avait pris son parapluie et était allée rendre visite à Madame Applewhite. La maison de Larkspur Lane était modeste et calme, nichée derrière une haie dense de rosiers sauvages. Un chat noir cligna des yeux sur le rebord de la fenêtre, et une légère odeur de chou bouilli flottait dans la boîte aux lettres. La veuve ouvrit elle-même, une femme au regard perçant, la soixantaine bien avancée, vêtue de noir, avec un col en dentelle et une broche cirée. Son expression exprimait une politesse circonspecte jusqu'à ce qu'elle voie qui c'était. « Mademoiselle Marple, dit-elle, entrez, mettez-vous à l'abri de la pluie. » Ils étaient assis dans le salon, où une photo du défunt colonel brillait sur la cheminée. Miss Marple remarqua les fleurs, la bruine, le printemps tardif, jusqu'à ce que le moment soit venu de poser son regard sur la veuve et de parler avec une précision posée. « Vous avez dit à Judith Talbot que le colonel était mort avec le revolver dans la main droite. Je suis curieux de savoir comment vous le saviez. » Madame Applewhite se figea, puis laissa échapper un rire bref et cassant. « J'ai dû l'entendre au village. » Miss Marple ne dit rien. Le silence fut si long que l'horloge fit 2 tic-tac avant que la veuve ne poursuive. Ce n'est pas si inhabituel. Les gens parlent. J'ai peut-être supposé... Mais vous n'avez pas supposé, interrompit doucement Miss Marple. Vous l'avez décrit avec précision. Poignet relâché, index replié. Et je dois dire qu'il est rare qu'une femme qui prétend avoir été alitée avec une migraine se souvienne aussi précisément de ce qu'elle n'a jamais vu. Les lèvres de Madame Applewhite se pincèrent. « M'accusez-vous de quelque chose, Miss Marple ?»« Pas du tout, » répondit Miss Marple. « Je me demande simplement de quoi d'autre vous vous souvenez si précisément. » Il y eut un long silence. La pluie tambourinait sans relâche sur le toit. Finalement, la veuve dit « Je ne l'ai pas tué, si c'est ce que vous pensez. J'aimais cet homme. Pendant 20 ans, j'ai frotté ses bottes, plié ses chemises, apporté son cognac sans un mot. J'étais loyal, plus que sa femme ne l'a jamais été. » Le ton de Miss Marple resta doux. « Mais il vous a congédié l'automne dernier. » Les yeux de Madame Applewhite lancèrent des éclairs. « À cause d'un vase cassé, comme si ça voulait dire quelque chose. Ce n'était pas le vase. C'était Judith. Elle avait recommencé à venir le voir. Elle l'a retourné contre moi. Pourquoi n'as-tu dit à personne que tu étais allé à l'église ce soir-là? Je n'ai rien fait de tel. Mais vous connaissiez la position du revolver. Ce détail n'a jamais été rendu public. » Madame Applewhite hésita de nouveau. Sa voix, lorsqu'elle parvint à ses fins, s'était adoucie. « J'étais près de l'église, dit-elle. C'est vrai. Je me promenais. Je n'arrivais pas à dormir. La migraine m'inquiétait. J'ai entendu la cloche. Et j'ai vu quelqu'un sortir en courant par la porte de derrière. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Quelqu'un » Madame Applewhite hocha lentement la tête. « Grand. Leurs manteaux claquaient. Impossible de voir leur visage. Mais ils ont couru vers le champ du curé, pas vers la route. Personne ne les aurait vus. Et pourtant, tu n'en as pas parlé. Je ne pouvais pas. Le colonel était mort. Et je me suis dit que cet homme avait peut-être raison. Dieu me pardonne. Je croyais qu'il l'avait peut-être mérité. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son esprit repensait à l'image. La cloche qui sonnait après le coup de feu, une silhouette fuyant dans l'herbe mouillée, et maintenant celle-ci, un témoin oculaire qui gardait le silence, convaincu que justice avait été faite. Elle se leva avec précaution, lissant ses gants. « Merci, Madame Applewhite. Vous m'avez été d'une grande aide. » De retour au manoir, le feu crépitait doucement dans le salon, tandis que Miss Marple racontait ce qu'elle avait appris à Judith et Marines. « Elle a vu quelqu'un fuir, dit Judith, et elle s'est tue. »« Par dévotion, dit Miss Marple, ou par amertume. Peu importe maintenant. »« Mais elle aurait pu voir qui c'était, dit Marines. Ça change tout.
Pas tout à fait, dit Miss Marple. Il y a autre chose. Elle se tourna vers le feu et sortit de son sac à main un morceau de tissu, de la laine grise, légèrement humide, avec une légère tache rouge près de la couture. Ceci, dit-elle, a été trouvé près des ruines de l'abbaye, accroché à une branche juste à côté de la sacristie. Et le rouge, bien que délavé, n'est pas de la rouille. La voix de Judith était tendue. Du sang? Miss Marple hocha la tête. Pas récent. Peut-être une semaine. Mais il a été arraché d'une manche, un manteau d'homme, et le tissu correspond au par-dessus que nous avons trouvé avec le billet cassé de Frédéric. Le silence retomba, puis Marins expira lentement. Il est donc arrivé à l'abbaye. Peut-être blessé, peut-être mort, termina Judith d'une voix creuse. Non, répondit Miss Marple. Si Frédéric était mort là-bas, quelqu'un aurait caché le corps. Mais rien n'a été fait. Cela suggère qu'il a disparu de son plein gré ou sous la pression. Judith leva les yeux. Tu crois qu'il est encore vivant? Je crois que quelqu'un voulait nous faire croire qu'il avait disparu. Le faux testament, la valise cachée, la manche déchirée, tout cela fait partie d'une mise en scène. Marins fronça les sourcils. Mais pour le bien de qui? Miss Marple s'approcha du bureau et ouvrit le registre où le colonel avait autrefois enregistré l'inventaire de sa succession. Elle le feuilleta jusqu'au dos et tapota la marge. « Marchand », dit-elle. « Ce nom réapparaît ici, sur un reçu d'expédition. Il y a un mois, une caisse a été expédiée de Stonebridge Hall à une adresse à Portsmouth. Curieusement, elle était signée non pas par le colonel Weatherby, mais par W. H. Marchand. Hein? Judith pâlit. Il envoyait quelque chose? Peut-être, dit Miss Marple. Ou peut-être qu'il envoyait quelqu'un. Elle leva les yeux, le regard perçant. Nous devons découvrir ce qu'il y avait dans cette caisse. Dehors, l'orage s'était apaisé, mais l'air était chargé de secrets, et au loin, l'abbaye se profilait sombrement dans le ciel crépusculaire. Le prochain chapitre attendait déjà, et cette fois, la page se tournerait non pas en silence, mais avec la voix d'un oublié depuis longtemps. Chapitre 6. Le chemin du jardin qui ne mène nulle part. Des traces de pas dans le gel disparaissent derrière le mur de la chapelle, mais personne n'aurait pu l'escalader. Le gel s'abattit pendant la nuit, telle une discrète incursion, lassant les haies nues d'argent et laissant les allées du jardin d'un blanc éclatant. Stonebridge Hall, sous une pâle aube lavande, semblait avoir été plongé dans du verre. Pourtant, ce silence de beauté fut interrompu à 7h30, lorsqu'un palefrenier nommé Thomas Craik traversa l'allée de gravier pour nourrir les chevaux et se figea en plein pas. Il avait traversé le jardin ouest comme à son habitude, passant devant les ruines de la chapelle désormais cernées de lierre et de vieillissement. Mais quelque chose attira son attention. Des empreintes de pas, fraîches. Elles commençaient près de l'allée de gravier, là où le mur de l'écurie rejoignait la bordure du jardin, et se dirigeaient droit vers la vieille chapelle. Des empreintes, nettes, définies, profondes et délibérées, des bottes, et même de grandes. Elles avançaient en ligne droite, puis s'arrêtèrent, brusquement, juste au pied du mur de pierre de la chapelle. Le problème? Le mur mesurait 2,50 m de haut et était en granit massif. Pas d'échelle, pas de corde, pas de branche d'arbre au-dessus de sa tête, et pas d'empreinte de pas. C'était, comme Thomas le dit plus tard aux gendarmes, comme si la personne en question avait été avalée par la pierre. Lorsque Miss Marple arriva, appelée par un Marines très troublé, le soleil avait percé les nuages, dessinant de longs traits dorés sur le gravier glacé. Elle examina les empreintes en silence, sa canne enfoncée dans la pelouse gelée, les yeux plissés. Judith Talbot se tenait non loin de là, emmitouflée dans le vieux manteau de laine de son père, les lèvres pâles. « Elles ne sont pas à moi, » dit-elle d'un ton préventif. « Je ne suis pas sortie ce matin. »« Non, » répondit doucement Miss Marple. « Ce sont des empreintes d'hommes. Et récentes, entre 2 et 6 heures du matin, à en juger par le givre qui regèle sur les bords. » Elle s'agenouilla et pressa un doigt ganté près du talon. Pointure 44, peut-être. Grande foulée, marcheur assuré, ne boitant pas. Et voyez-vous, pas de frottement sur la botte gauche, ce qui signifie que ce n'est pas Frédéric. Son ancienne blessure au pied aurait laissé une légère éraflure. Et qui?
demanda Judith. Mais Miss Marple ne répondit pas, immédiatement. Elle fixait déjà le mur de la chapelle, calculant la hauteur des yeux. Quelqu'un a-t-il vérifié l'intérieur? Marines secoua la tête. Il n'y a qu'une seule porte, et elle est verrouillée. Aucun signe de trouble. Alors, dit Miss Marple, nous avons affaire soit à un fantôme très agile, soit à une illusion très astucieuse. Marines essaya malgré tout la porte de la chapelle. La chaîne cadenassée et froide claqua contre la poignée de fer. Aucune tentative récente. Les seules fenêtres étaient cintrées et étroites, bien trop étroites pour qu'un enfant puisse s'y faufiler. Et le toit de la chapelle s'était effondré depuis longtemps, laissant la majeure partie de l'intérieur à ciel ouvert, bien que le givre recouvrant le mur ne fût ni brisé ni dérangé. Pas de corde, pas de crochet, pas d'échelle. Et pourtant, les empreintes de pas y menaient et disparaissaient. Dans le hall, l'ambiance était devenue tendue. Judith arpentait la pièce devant la fenêtre du salon, lorsque Miss Marple entra. « Je commence à avoir l'impression que la maison elle-même cache quelque chose, » murmura-t-elle. « Ça a toujours été étrange. Mais maintenant, c'est comme si tout ce que je savais sur cet endroit était un mensonge. » Miss Marple resta silencieuse au début. Elle examinait le manteau de la cheminée, où une vieille photographie avait récemment été ajoutée. Elle représentait la chapelle, prise en 1916, selon l'inscription, pendant la guerre, alors qu'elle servait de poste de campagne. Sur la photo, le mur de la chapelle semblait quasiment inchangé, à une exception près. Une petite boîte en bois y était fixée dans un coin, à peine visible. Elle s'avança, examinant l'image de plus près. « C'est une boîte aux lettres, » dit-elle. Judith leva les yeux. « Quoi ?» ?»« Sur la photo. Regardez ici, juste à gauche de la fenêtre cintrée. Une boîte aux lettres de campagne. Elle a été retirée aujourd'hui, bien sûr, mais elle aurait été encastrée dans le mur. Marines, qui venait de rentrer avec du thé et une paire de bottes pleines de boue, regarda la photo en plissant les yeux. Se pourrait-il que quelque chose soit encore caché dans la pierre? Miss Marple ne répondit pas. Son attention était rivée sur les bottes. « À qui sont-elles » ? « L'un des jardiniers. Je lui ai demandé de vérifier s'il y avait des perturbations sur le chemin. » Miss Marple pencha la tête. « Puis-je » Elle s'agenouilla près d'eux et examina les semelles. Elles étaient épaisses, usées et maculées de boue fondue. Mais les traces de pas ne correspondaient pas aux empreintes de givre. « Non, dit-elle, ce n'est pas pareil. Les empreintes à l'extérieur étaient plus profondes, plus nettes. Un homme plus corpulent, des bottes plus récentes. Et pas de quelqu'un qui travaille dans les jardins. Celle-ci appartenait à quelqu'un qu'on n'a jamais vu. » Elle se leva lentement. « Il faut examiner l'intérieur du mur de la chapelle, de l'intérieur. » Plus tard dans l'après-midi, ils revinrent avec des lanternes et un pied de biche. L'intérieur de la chapelle était silencieux. Des dalles de pierre brisées jonchèrent le sol. Des vignes s'enroulaient là où se trouvaient autrefois les bancs. Miss Marple avançait lentement, guidant Marines vers le coin gauche, sous l'ancienne boîte aux lettres. Elle désigna du doigt. « Ici !» Ils érodèrent délicatement le mortier, pierre par pierre, jusqu'à révéler un creux derrière le mur extérieur. À l'intérieur, enveloppé dans une toile et ficelée, se trouvait une mince pile de documents. Judith s'agenouilla près d'eux et dénoua soigneusement la ficelle. Une lettre décolorée était posée dessus, pliée et jaunie, adressée au colonel Weatherby et portant la mention « Ne pas ouvrir sans confession ». En dessous, une seconde enveloppe. Pas de nom, juste 3 mots griffonnés à l'encre noire. Il n'est pas tombé. Ils l'ont ouvert. Le contenu était une seule page, dactylographiée. Rapport privé. Retraite de l'abbaye de Stonehill. 1918 objets. Marchand, W.H., présumé tué au combat. Amendement. Marchand n'a pas été tué au combat. Il a été blessé et abandonné pendant la retraite. Rapport modifié pour préserver la réputation du commandement. Témoin. Major Drew, lieutenant Talbot. Ordre émis par Weatherby. Marines laissa échapper un long soupir. C'est donc vrai. Weatherby a donné l'ordre qui a coûté la vie à Marchand. Miss Marple secoua la tête. Pire encore. Il a modifié le rapport pour faire croire que Marchand est mort au combat. C'est une falsification de décès à la guerre. Et cela signifie que quelqu'un, peut-être le père de Judith, peut-être Frédéric, était au courant.
ou l'a découvert. Judith était pâle. Alors tout ça, n'était qu'une question de nom, un mensonge. Miss Marple contemplait le jardin scintillant de givre à travers la ruine voûtée. Et quelqu'un a suivi le chemin la nuit dernière pour le cacher à nouveau. Ou pour récupérer quelque chose que nous n'avions pas encore trouvé. Elle se retourna brusquement. Quelqu'un d'autre était au courant pour la boîte aux lettres de la chapelle? Non, dit Judith. Du moins, je ne l'ai pas fait. Je me demande, murmura Miss Marple, si quelqu'un l'a utilisé un jour pour envoyer une lettre qui n'est jamais arrivée. Elle a pris la lettre marquée « Ne pas ouvrir sans confession ». Lentement, elle l'ouvrit. C'était de la main du colonel, une confession. Il l'avait écrite des semaines avant sa mort. Elle nommait les 3 hommes impliqués dans la décision de quitter Marchand. Lui-même, le major Drew et un autre homme. Un 4e nom. L'encre était tachée. Seule une partie était visible. Et la dernière voix venait du garçon. Pas de Frédéric, de l'autre. Il tenait les registres. Il savait. Et je lui ai fait jurer de se taire. Mais je crains qu'il... La lettre s'est arrêtée. Le regard de Miss Marple s'éclaira. Quelqu'un d'autre était impliqué. Quelqu'un qui avait pour objectif de réduire Weatherby au silence. Et qui a peut-être suivi Frédéric jusqu'aux ruines de la chapelle pour dissimuler la vérité. Elle se tourna vers Mérin. Il faut découvrir qui a conservé les dossiers personnels du colonel pendant la guerre. Son aide de camp, son secrétaire. Il y a un autre nom. Un nom dont personne n'a encore parlé. Dehors, le givre avait commencé à fondre. Mais les empreintes persistaient, ne menant nulle part. Vers le mur, vers la vérité. Et derrière eux, un silence plus profond que la pierre. Chapitre 7. La lettre arrivait des années trop tard. Une enveloppe décolorée est retrouvée à l'intérieur d'un recueil de cantiques. Un avertissement de quelqu'un que l'on croyait mort depuis longtemps. C'est pendant les vêpres que la découverte eut lieu, bien que personne ne s'en soit aperçu au début. L'assemblée, dispersée et endormie sous les hautes poutres de Sainte-Pétronille, chanta le dernier couplet de « Abide with me », tandis que le vent sifflait dehors tel un spectre, ténu en quête de chaleur. Miss Marple, assise à sa place habituelle, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, avait jeté plusieurs coups d'œil au jeune bedeau, qui semblait distrait, voire nerveux, comme si une pensée intime s'était insinuée sous son col amidonné et se resserrait progressivement. Après l'office, elle se leva, s'avança avec une politesse délibérée dans l'allée et marqua une pause lorsque le bedeau laissa tomber l'un des recueils de cantiques qu'il était en train de collectionner. Il atterrit avec un bruit sourd. Les pages s'étalèrent. Une enveloppe pliée et jaunie glissa d'entre les couvertures. Le bedeau se pencha pour le récupérer, mais la main de Miss Marple l'atteignit en premier. « C'est un endroit curieux pour conserver de la correspondance », dit-elle doucement. Le garçon rougit. « Je ne savais pas qu'il était là. Je le jure. J'ai juste pris les livres sur les bancs. » Elle retourna doucement l'enveloppe. Il n'y avait ni timbre ni adresse. Seulement un nom, griffonné à l'encre délavée. À Judith Talbot. Délivre-moi si je disparais. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Le vent pressait le vitrail, le secouant comme des articulations tremblantes. Miss Marple se redressa et glissa la lettre sous son bras. « Tu as bien fait, » dit-elle doucement. « Maintenant, rentre chez toi et ne le dis à personne. Et si on te pose la question, tu n'as rien trouvé du tout. » Il faisait presque nuit lorsqu'elle atteignit Stonebridge Hall. Judith était dans la bibliothèque, entourée de volumes ouverts, les cheveux tirés en arrière, le visage perçant sous la lumière de la lampe de lecture. Miss Marple ne dit rien en lui tendant l'enveloppe. Judith la prit lentement, puis fixa le nom. Ses mains tremblaient. « Frédéric », murmura-t-elle. « C'est son écriture. » D'un geste lent, elle ouvrit l'enveloppe, en prenant soin de ne pas déchirer le papier fragile. À l'intérieur se trouvait une seule page. L'encre avait pâli, mais pas au point de perdre les mots. Elle lut à voix haute. « Si vous lisez ceci, c'est qu'il y a un problème. On m'a conseillé d'arrêter de poser des questions sur Marchand. Mais j'ai trouvé quelque chose dans le tiroir du colonel, caché dans le double fond. C'était une lettre adressée à un certain Milbank. Elle mentionnait mon père. Elle disait que le rapport était falsifié. Judith, ils ont menti sur ce qui s'est passé à l'abbaye. Marchand n'est pas mort au combat. Il a été abandonné. Et je pense que quelqu'un encore en vie le voulait ainsi.
Je laisse ceci ici au cas où je n'arriverai pas à Londres. La vérité est toujours à Stonebridge. Cherchez le registre. Et ne croyez pas ceux qui prétendent n'y être jamais allés. Judith s'assit lentement. Sa voix tremblait. Milbank, c'était l'aumônier de campagne. Miss Marple hocha la tête. Et c'était le 3e homme nommé dans les archives militaires modifiées. Il a disparu de la vie publique il y a quelques années. Il s'est enivré jusqu'à l'anonymat, du moins c'est ce qu'on a dit. Judith fixe la lettre. Il devait savoir quelque chose. Et Frédéric a trouvé une lettre du colonel à son intention. Dans un tiroir caché? Miss Marple hocha de nouveau la tête. Il faut trouver ce tiroir. Ils commencèrent dans le bureau, où le défunt colonel avait conservé son vieux bureau à cylindre. Le feu était éteint depuis longtemps, et l'air sentait la poussière et le cirage du laiton. Miss Marple, assise au bureau, tâta les coutures, tapotant doucement, à l'affût d'une résonance sourde. Ce fut Judith qui la trouva, ses doigts s'accrochant au grain sous le tiroir du bas. Un panneau bougea. À l'intérieur se trouvait un petit compartiment, pas plus grand qu'une boîte à biscuits. Et à l'intérieur, pliée et scellée, se trouvait la lettre. Judith l'ouvrit avec des mains tremblantes. Au révérend Gregory Milbank, tu étais là, tu as entendu l'ordre, tu as vu le garçon supplier de rentrer. Nous avons tous signé le rapport, mais toi surtout, tu savais ce que nous avions laissé derrière nous. Si tu lis ceci, je te demande de garder le silence. Frédéric pose des questions. Je crains qu'il ne trouve ton nom ensuite. Tu as promis de brûler le rapport. Si tu ne l'as pas fait, nous risquons tous d'être replongés dans la boue. Pour l'amour du ciel, Greg, s'il te reste un peu de décence, détruis-la. Weatherby. La voix de Miss Marple n'était qu'un murmure. Milbank ne l'a donc jamais brûlé. Judith la regarda. Et maintenant, le rapport existe toujours. Quelque part. L'esprit de Miss Marple était déjà en ébullition. Calme, vif, efficace. Il y a autre chose. Le bedeau a trouvé le recueil de cantiques, coincé entre les pages du numéro 94. C'est « Plus près de toi, mon Dieu », mais il n'était pas sur le banc habituel de Frédéric. Judith fronça les sourcils. Alors comment est-il arrivé là? Soit il l'a déplacé avant de disparaître, a déclaré Miss Marple, soit quelqu'un d'autre l'a fait dans l'espoir qu'il ne soit jamais retrouvé. Le tonnerre grondait faiblement au loin, bien qu'il n'ait pas encore plu. Miss Marple se leva. « Je veux parler à quelqu'un, dit-elle. Quelqu'un qui connaissait Milbank avant sa disparition. Il y a peut-être encore un homme en vie qui a vu la véritable version de ce rapport. » Cet homme s'avéra être un infirmier à la retraite nommé Ellis, qui vivait désormais dans une modeste maison à Kingsford, à 2 villages à peine. Miss Marple lui rendit visite le lendemain, sous prétexte de s'enquérir de ses dossiers médicaux de guerre. C'était un homme mince, abattu mais alerte, à la voix grave et méfiant envers les étrangers. Mais lorsqu'elle mentionna le nom de Milbank, une lueur brilla dans son regard. « Greg Milbank n'était pas un aumônier, dit-il amèrement. Pas à la fin. Il buvait, il jouait. Et quand la retraite de Stonehill a mal tourné, il a perdu son sang-froid. Il s'est caché sous un chariot pendant que les autres transportaient des civières. Pourtant, il était l'un des hommes qui ont signé le rapport, a déclaré Miss Marple. Ellis hocha la tête. Parce qu'il avait une dette envers Weatherby. Ils en avaient tous une. Weatherby s'assurait qu'il rentrait sain et sauf. Milbank a-t-il déjà conservé des copies, des notes? Ellis la regarda. Il tenait un journal. Il y griffonnait chaque soir. Aux dernières nouvelles, il l'avait donné à une femme qu'il avait soignée avant de mourir. Il vivait sur la côte, à Portminster. Miss Marple revint à Stonebridge avec un nom. Miriam Denning, une infirmière de guerre. Judith se renseigna. Dans la semaine, Myriam fut retrouvée, âgée, à moitié aveugle, mais encore lucide. Elle confirma que Milbank était mort sous ses soins, délirant d'alcool et de regrets. Et oui, il lui avait laissé un livre. Elle l'avait conservé, non lu, dans une malle. Ils l'ont envoyé chercher. Il arrive un mardi gris, ficelé, sentant la fumée et le camphre. Judith le détacha tandis que Miss Marple était, assise à côté, immobile. Les entrées étaient fragmentées et chargées d'émotions. Mais l'une d'elles ressortait, soulignée 2 fois. Marchand hurlait. « J'ai supplié Weatherby de rentrer. Il a refusé. Il a dit qu'il n'était qu'un nom. » Et Drew a acquiescé. Nous étions tous d'accord. Nous avons enterré la vérité dans un rapport. Et dans ce mur de la chapelle.
Miss Marple ferma les yeux. Alors l'avertissement était vrai. Marchand n'était pas qu'un soldat. Il était la clé de tout. Et maintenant, quelqu'un essaie de cacher cette vérité. Judith fixe le livre. Tu crois que c'est pour ça que Frédéric a disparu? Miss Marple hocha la tête. Oui. Et je crois que le responsable est toujours parmi nous. Elle se tourna vers le feu et regarda les flammes vaciller. Ceux qui ont falsifié le testament, ceux qui ont scellé la page de la Bible, ils craignaient ce que Marchand représentait. Et maintenant, elle fouilla dans sa poche et en sortit une deuxième lettre, livrée plus tôt dans la matinée. Elle n'avait pas d'adresse de retour. Tu t'approches trop. Arrête tout de suite, ou elle sera la prochaine. Judith le lut en silence. Quand elle leva les yeux, ses yeux étaient d'un féroce. Je n'ai pas peur. Miss Marple sourit tristement. Tu devrais, car la lettre arrivée des années trop tard avait finalement fait son effet. Elle avait averti les vivants. Et maintenant, quelqu'un était prêt à les faire taire à nouveau. Chapitre 8. L'enfant de cœur qui a vu derrière le rideau. Il n'était pas censé être dans la sacristie, mais ce qu'il a vu pendant les vêpres a tout changé. C'était une soirée glaciale, avec une pluie crachotant sous un ciel bas et menaçant, et le vent s'abattant sur les vitraux de Sainte-Pétronille, comme un enfant à qui l'entrée est refusée. À l'intérieur, l'église était faiblement éclairée, la seule chaleur provenant des cierges de l'autel et du souffle collectif d'une petite assemblée tremblante. Les enfants de chœur, enveloppés dans des soutanes trop fines pour le temps, se blottissaient sur le premier banc, leur voix s'élevant dans les aigus au début des vêpres. Miss Marple, assise 2 bancs derrière, jetait de temps en temps un coup d'œil aux portes de la chapelle et remarquait une tension particulière dans l'air, comme si l'église elle-même retenait quelque chose. Elle commençait à s'attendre à quelque chose ce soir-là. Elle ne s'attendait simplement pas à ce que cela vienne de la plus petite voix de la salle. L'enfant de chœur s'appelait Daniel Wicks. Il avait 10 ans, il était vif d'esprit et encore plus vif d'esprit. Il n'était pas censé chanter ce soir-là. Il avait été puni le dimanche précédent pour avoir imité le vicaire pendant les lectures. Mais le chef de chœur avait cédé lorsqu'un autre enfant était tombé malade, et Daniel s'était donc glissé dans l'alignement juste avant le début de l'office. Au moment où le 2e psaume commençait, il s'agitait, et pendant le 3e, il s'excusa discrètement, feignant d'un malaise. Il se glissa dans la sacristie à l'abri des regards, peut-être pour voler un biscuit dans le tiroir du vicaire ou espionner la nef à travers le rideau. Ce qu'il vit le fit sortir précipitamment de la pièce, essoufflé et le visage blême. Miss Marple se tenait déjà dans l'allée lorsque le garçon surgit de la porte latérale, sa soutane enroulée autour de ses genoux, les yeux écarquillés par quelque chose de plus que de la peur. Il y avait quelqu'un derrière le rideau. « Kin !» s'écria-t-il. « Derrière le rideau, dans la sacristie !» Je les ai vus, bouger, et ils tenaient là quelque chose à la main. Un sac, je crois. Ils ne m'ont pas vu. Mais je les ai vus. Le vicaire tenta de le faire taire, mais Miss Marple s'avança. « Quel genre de sac, Daniel ?» demanda-t-elle doucement. « Du cuir marron. Comme la vieille valise de papa, dit-il. Ils y fourraient là quelque chose, des papiers, je crois. » L'assemblée commença à murmurer. Le bedeau était pâle. Miss Marple se tourna vers Mérin, heureusement assis au dernier banc. « Viens, dit-elle. Voyons voir ce que quelqu'un a tant voulu cacher. » Ils trouvèrent le rideau de la sacristie légèrement entrouvert. Le petit espace de rangement derrière avait été utilisé pendant des décennies pour conserver des recueils de cantiques et de l'huile de bougie de réserve. Mais ce soir-là, l'espace était perturbé. Plusieurs recueils de cantiques étaient tombés de l'étagère, et derrière eux, à moitié dissimulé sous une nappe d'autel pliée, se trouvait un sac en cuir sombre. Il était vieux et éraflé, le fermoir presque cassé. Meerens l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient 3 documents, une carte militaire, un rapport dactylographié portant la mention « classifié marchand » et une page déchirée de correspondance adressée au ministère de la Guerre. Tous portaient le nom de Weatherby. Miss Marple lut la première page en silence. Puis elle se tourna vers Meerens. C'est un brouillon du faux. Né rapport. Pas la version finale. C'était l'original, avant qu'il ne réécrive en l'effet. Quelqu'un a dû le garder, peut-être Milbank, et le cacher ici il y a longtemps. « Pourquoi ici ?» murmura Meerens. « Parce que personne ne regarde jamais derrière le rideau.
a-t-elle déclaré. Daniel les regarda tous les deux, toujours pâle mais triomphant. Je te l'avais dit. Miss Marple s'agenouilla près de lui. Daniel, te souviens-tu d'autre chose? De quelque chose à propos de la personne? Que tu as vu? Il hocha la tête puis hésita. Ils étaient grands. Ils portaient aussi des gants. Et je crois qu'ils avaient autre chose. Un chapeau. Pas un chapeau d'église. Plutôt celui que porte le jardinier quand il fait froid. Marines fronça les sourcils. Ça pourrait représenter la moitié des hommes de Dunbridge. Oui, dit Miss Marple, mais un seul d'entre eux avait accès à la sacristie sans clé. Elle se leva et se tourna vers le vicaire, qui venait d'entrer, les joues rouges et visiblement alarmé. Qui parmi vos collaborateurs aurait les clés? Juste moi, le bedeau, et Madame Ablewhite, dit-il lentement. L'expression de Miss Marple se durcit. Alors je suggère que nous parlions à Madame Ablewhite immédiatement. Mais lorsqu'ils arrivèrent au cottage de sa sœur, elle avait disparu. La porte d'entrée était grande ouverte, balancée par le vent, et une bouilloire grésillait encore faiblement sur le feu. Sur la table se trouvait une lettre à moitié écrite et une paire de gants de laine. Miss Marple prit la lettre. Elle était adressée à Judith. « J'aurais dû te le dire plus tôt. J'étais au courant du rapport. Il me faisait confiance. Je ne voulais pas le cacher éternellement, mais je ne pouvais pas affronter la honte. Pas après toutes ces années passées à garder ses secrets. Je n'aurais jamais imaginé que cela irait jusqu'au meurtre. » Judith arriva moins de 10 minutes plus tard, le souffle court et essoufflé. « Elle est partie, » dit Miss Marple. « Mais pas loin. Elle a laissé ça. » Judith lut le mot en silence. Elle le savait donc. Oui, probablement depuis le début. Peut-être a-t-elle aidé à cacher le rapport après la guerre. Ou peut-être que Weatherby lui a demandé de le détruire et qu'elle n'a pas pu s'y résoudre. Marines se dirigea vers la porte. « Je vais lancer les recherches. »« Non, » dit rapidement Miss Marple. « Laissez-la courir pour l'instant. Nous devons suivre les documents. La vérité appartient à Marchand et à celui qui a voulu enterrer ce rapport à jamais. » Judith leva les yeux. « Et tu penses que c'est pour ça que Frédéric a disparu ?» Miss Marple hocha lentement la tête. « Je pense que quelqu'un craignait ce que Frédéric avait découvert. Et maintenant, nous savons ce que c'était. Des preuves. La version originale du rapport, inaltérée, et quelqu'un, probablement la même personne qui a falsifié le testament, scellé la Bible et caché la valise, a essayé de tout effacer. » Judith parlait à voix basse. « Alors, on fait quoi ?» Miss Marple entra dans le hall, le regard perdu. « Nous nous tournons vers le passé, vers Marchand, car il est peut-être mort depuis longtemps, mais son nom continue de faire mentir les hommes. » Elle se tourna vers Marins. « Trouvez qui était le plus proche parent de Marchand. Quelqu'un a peut-être hérité de plus que du chagrin. » Marins hocha la tête. « Et si Madame Ablewhite revient ?» L'expression de Miss Marple était indéchiffrable. Priez pour qu'elle se souvienne de ce qu'elle a vu d'autre, avant que quelqu'un ne le lui fasse oublier. Parce que l'enfant de cœur avait tiré le rideau, et maintenant, derrière lui, tout commençait à se défaire. Chapitre 9. L'encre qui a disparu au clair de lune. Un vieux sermon cache une confession, visible uniquement lorsque la page est inclinée vers la lumière de la bougie. Le vent s'abattait sur les fenêtres de la chapelle, comme une âme agitée qui aurait oublié où elle était enterrée. La pluie n'était pas encore tombée, mais le ciel était bas, gonflé d'orages non encore dissipés. Dans le bureau du vicaire, des ombres ondulaient le long des bibliothèques, épaisses comme le souffle d'une crypte. Miss Marple se tenait devant le bureau, une seule bougie allumée à côté d'elle, projetant des lueurs sur un registre ouvert. Les pages du sermon étaient sèches, raides par le temps et légèrement parfumées de fumée. Il avait fallu 2 jours pour les récupérer, 2 jours à interroger le bedeau, à éplucher les archives de la sacristie et à convaincre le réticent révérend Alworthy que tous les sermons n'étaient pas entièrement consacrés à la piété. Ce sermon-là, daté de 22 ans plus tôt, avait été prononcé lors d'une cérémonie commémorative pour un soldat nommé Marchand. Ce qui attirait l'attention de Miss Marple, ce n'était pas le contenu du sermon, mais l'étrange texture de la dernière page, plus lisse que le reste, légèrement plus brillante. Et quand elle l'inclina vers la flamme, quelque chose commença à scintiller. Au début, cela ressemblait à une tache, peut-être de l'encre mal séchée. Mais en inclinant davantage la page,
Des mots commencèrent à se former. Non pas noirs, mais d'un brun ambré pâle, écrits d'une écriture fine, presque tremblante. J'avais juré de ne plus parler de cette nuit. Mais le poids du silence était devenu trop lourd. Il nous a supplié de ne pas le quitter. Il a crié à l'aide. Mais Weatherby a dit qu'il était trop tard, et Drew a acquiescé. Et moi, je suis resté immobile, le nom de Dieu sur les lèvres et la peur au ventre. C'était un meurtre par omission. Miss Marple inspira profondément. L'encre, manifestement de la gale ferreuse, avait pâli au fil des ans et ne se révélait qu'à la douce lueur du feu. Quelqu'un avait écrit ceci non pas pour être lu immédiatement, mais pour être lu un jour ou l'autre, comme un cri à retardement. Derrière elle, le plancher craquait. Judith se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle, la manche de son manteau humide de vent. « Tu as trouvé quelque chose ?» dit-elle. Miss Marple hocha la tête et tourna la page vers elle. Judith lut en silence. Lorsqu'elle eut terminé, sa voix trembla. « C'est l'écriture de Milbank. Je l'ai vu dans son journal. Ceci est une confession. » « Oui, dit Miss Marple, et pas seulement des aveux. Cela confirme autre chose, que Weatherby et Drew ont laissé mourir Marchand, et que Milbank, faible et effrayé, l'a également permis. Mais cela n'a pas été enregistré auprès de l'armée, ni communiqué à la famille. C'était caché dans un sermon, adressé à ceux-là même à qui ils avaient menti. Une mise en scène. Des mots de deuil qui dissimulaient la culpabilité. Judith s'avança. Milbank était donc le dernier homme vivant à connaître toute la vérité. Peut-être pas, dit doucement Miss Marple. Il a écrit cela parce qu'il croyait que quelqu'un pourrait un jour le découvrir. Que quelqu'un, probablement Frédéric, s'approchait trop. Ce qui nous amène à la question. Qui savait que ce sermon existait? Judith réfléchit un instant. Le curé? Le bedeau? Et un autre, ajouta mademoiselle Marple. Quelqu'un que nous n'avons pas encore rencontré. L'ancien assistant du colonel. L'homme qui préparait ses sermons lorsque sa santé commença à décliner. Un certain Léonard Cobb. Judith fronça les sourcils. Cobb est parti au Canada, n'est-ce pas? C'est ce qui a été dit, répondit Miss Marple. Mais il n'existe aucune trace de son, embarquement sur un navire, ni de lettres envoyées à l'étranger. Je soupçonne qu'il n'est jamais parti. Le lendemain matin, l'orage s'était calmé. La pluie tombait comme des secrets répandus sur les toits du village. Marines retrouva la dernière résidence connue de Cobb. Une pension de famille à la périphérie de Monkswood, désormais propriété d'une propriétaire veuve, qui ne l'avait pas vue depuis des années, mais qui gardait ses dernières affaires au grenier. Parmi elles, Miss Marple trouva un carnet, presque vierge, à l'exception d'une page au centre. Le nom de Marchand n'aurait plus jamais dû être prononcé. Mais Weatherby ne put s'en empêcher. Il garda le sermon. Il le relut avant de mourir. C'est là qu'il comprit que quelqu'un avait parlé. Le garçon Talbot, posait trop de questions. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit de prendre le train et de continuer. Je lui ai dit d'oublier le nom de Marchand, sinon il disparaîtrait, comme les autres. Miss Marple se tenait dans le grenier, la page tremblant dans sa main. Alors Frédéric fut prévenu, dit-elle. Marines avait l'air sombre. Et il n'a pas écouté. Non, répondit Miss Marple, parce que la vérité était plus importante pour lui que la sécurité. Il devait déjà savoir que son propre père, le lieutenant Talbot, était impliqué. Et peut-être espérait-il qu'en découvrant ce qui s'était réellement passé, il pourrait laver le nom de sa famille, ou révéler le véritable coupable. Judith était assise sur une caisse en bois. Et s'il faisait plus que découvrir la vérité? Et s'il essayait de confronter quelqu'un? Milbank ou Cobb ou Weatherby lui-même? Alors quelqu'un l'a réduit au silence, dit Miss Marple, ou l'a convaincu de disparaître. Ce soir-là, Miss Marple retourna à la chapelle avec Judith. L'air était lourd d'humidité et le vent sifflait à travers les chevrons brisés. Dans sa main, Miss Marple tenait la page du sermon, désormais rangée dans une chemise, et une bougie qu'elle alluma lentement sous l'arche en ruine. Il se tenait là, dit-elle doucement. Milbank. Il a dû écrire sa confession ici même. Peut-être la veille de la cérémonie. Peut-être le jour même. Seul espérant que personne ne la lirait jamais. Mais espérant aussi que quelqu'un la lirait. Judith leva les yeux vers le vitrail, désormais sombre, le clair de lune ne parvenant pas à percer le ciel orageux. Il voulait l'absolution.
Et il craignait la vérité, dit Miss Marple. Mais maintenant, nous la connaissons. Ils revinrent en silence, passant par le même chemin de jardin où les empreintes de pas avaient autrefois disparu. Miss Marple s'arrêta et regarda la terre gelée. « Il est temps de remettre le nom de Frédéric au grand jour », a-t-elle déclaré. Judith hocha la tête. « Et maintenant ?» Miss Marple regarda le ciel. « Nous retrouvons la famille de marchands, dit-elle, parce que je crois qu'un proche de ce village a des liens avec lui, des liens qu'ils ont gardés enfouis. Et quand nous les retrouverons, nous saurons pourquoi un garçon a dû mourir, et qui a veillé à ce que la vérité reste cachée à la lueur des bougies. Le sermon n'était plus un sermon, c'était une preuve, et l'encre, disparue depuis des décennies, avait enfin commencé à parler. Chapitre 10. La tasse de thé servie aux mauvais invités. Une tasse contenait du poison. Mais Miss Marple sait qu'elle n'était pas destinée au vicaire. La pluie s'était transformée en une bruine continue et chuchotante, lorsque le révérend Alworthy s'effondra au sol. Le plateau à thé s'écrasa sous lui. La porcelaine se brisa sur le chêne poli, un liquide ambré éclaboussa sa robe, la vapeur s'échappant encore faiblement du bec de la vieille théière en argent. Judith Talbot hurla. L'épouse du pasteur resta plantée là, ses mains gantées s'agitant inutilement, tandis que le teint se déteignait. Ce fut Miss Marple qui le rejoignit la première. Agenouillée près de l'homme qu'elle connaissait depuis près de 20 ans, elle pressa doucement 2 doigts sur son cou, puis sur son poignet. Son pouls palpita comme un oiseau derrière les barreaux. « Il est vivant », dit-elle doucement, « mais de justesse. » Marines fut immédiatement appelé, ainsi que le docteur Bentham, qui arriva le col de travers et les yeux embrumés. Le diagnostic fut rapide et sombre. Une dose de digital, un poison extrait de la digitale, mortel à forte concentration et insipide une fois infusé dans le thé. Les tasses furent rassemblées, le Djeni, plateau examiné, et tous les regards se tournèrent vers la longue table en chêne du salon du presbytère, où 4 invités avaient pris le thé une demi-heure plus tôt. Le révérend Alworthy, son épouse, Judith Talbot et mademoiselle Jane Marple. « J'ai préparé le plateau moi-même », dit madame Alworthy d'une voix tremblante. 4 tasses, une pour chacun. Mais j'ai utilisé la méthode habituelle, rien d'étrange. « Le sucrier ?» demanda Miss Marple. « Sur la table, chacun s'est servi, sauf le Massachusetts pasteur. Il ne prend jamais de sucre. » Miss Marple hocha lentement la tête. « Moi non plus. » Elle se dirigea vers le plateau, où les tasses étaient soigneusement alignées sur des serviettes en papier. La tasse du vicaire était particulière, en porcelaine bleue, contrairement à la porcelaine blanche standard des autres. C'était la préférée de sa mère, une relique sentimentale. Mais dès que le regard de Miss Marple se posa sur elle, une pensée la traversa. « Judith, dit-elle doucement, tu étais assise ici près du plateau ?» Judith hocha la tête. « Oui. » J'ai servi pour Miss Marple et moi. Madame Alworthy a tendu sa tasse au pasteur. La sienne était la dernière. Et les tasses étaient identiques? Oui, dit Judith. Tous, sauf le sien. Miss Marple pencha la tête. Et le vicaire boit toujours dans cette tasse bleue? Toujours, répondit sa femme. Tous les après-midi à 16 heures. Alors, dit Miss Marple, il faut réfléchir à ceci. Le poison était dans la coupe bleue. Mais comment pouvait-on savoir que le vicaire le recevrait aujourd'hui? Marines leva les yeux de ses notes. « Tu veux dire que ce n'était pas pour lui ?»« Je dis, répondit doucement Miss Marple, que quelqu'un avait prévu cette tasse pour un autre invité. Mais quelque chose a changé. » Elle se tourna vers Judith. « Tu es arrivée à l'heure ?» Judith cligna des yeux. « Non, j'étais en retard, 10 minutes. » Miss Marple hocha la tête. « Alors, ce n'est pas vous qui avez servi votre thé. C'est madame Alworthy qui l'a fait. Et elle a donné la tasse bleue à son mari. Mais si vous étiez arrivé à l'heure, je crois que la tasse vous serait revenue. » Un silence stupéfait s'abattit. Madame Alworthy recula en titubant. « Vous ne voulez quand même pas parler de... Judith ?» « Non, répondit Miss Marple. Judith était la victime désignée. » Marines le fixa. « Mais pourquoi? Pourquoi elle? Parce qu'elle est plus proche de la vérité que nous tous. Parce que Frédéric lui faisait confiance. Et parce que quelqu'un, quelque part dans ce village, a tué pour empêcher un mensonge. Frédéric a été réduit au silence. Weatherby s'est tué lui-même. Milbank s'est saoulé jusqu'à en mourir. Et maintenant,
La dernière personne assez courageuse pour creuser plus loin a failli boire du poison dans une tasse de thé. Les mains de Judith tremblaient. C'est logique. Les documents que nous avons découverts, le sermon, la confession, le rapport, pointent tous vers Marchand, vers ce qui s'est passé à l'abbaye. Et si ce n'était pas tout, Miss Marple se détourna, l'expression indéchiffrable. On a supposé que Marchand était mort, que la dissimulation concernait sa mort. Mais et s'il n'était pas mort du tout? Et si la vérité qu'ils avaient enterrée n'était pas un corps, mais une identité? Un silence s'est répandu dans la pièce. Judith dit lentement, « Tu veux dire que quelqu'un a pris son nom? Ou alors quelqu'un s'est suicidé et a vécu à sa place ?» dit Miss Marple. « Il y a une différence. » Elle se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau. Dehors, la pluie fine laissait tomber une fine couche de vert et de gris sur le jardin. Les fleurs pendaient, le vieux banc de pierre brillait, et le chemin qui menait du presbytère à l'église était presque noyé sous les pétales tombés. Le nom de Marchand revient sans cesse, dans de faux testaments, des sermons, des lettres. Et pourtant, personne n'a jamais réclamé son corps. Aucune tombe n'a été marquée, aucun proche n'a rempli de documents. Pourquoi? Marines parut pensif. À moins qu'il ait survécu. Ou à moins que quelqu'un ait survécu à sa place, dit Miss Marple, et qu'il ait vécu sous un autre nom pendant tout ce temps. La voix de Judith était douce. Serait-ce le colonel lui-même? Miss Marple secoua la tête. Non, Weatherby a signé le rapport. Il a écrit les lettres. Il vivait dans la culpabilité. Mais il y avait un autre homme impliqué. Un homme dont le nom n'a jamais été mentionné. Cobb, dit Judith. Miss Marple se retourna. Oui, Léonard Cobb. L'aide de camp du colonel. Un homme qui a disparu du village sans laisser de traces, mais qui a laissé un carnet. Il a prévenu Frédéric. Il a prévenu Milbank. Et maintenant, il essaie de nous mettre en garde. Meron s'avança. Alors Cobb pourrait être Marchand. Ou alors, dit Miss Marple, c'est Cobb qui a tué Marchand. Et maintenant, il utilise la menace du nom de Marchand pour faire taire tous ceux qui s'approchent, trop près. Les yeux de Judith s'écarquillèrent. Ça voudrait dire qu'il est toujours là. Il se cache. Miss Marple hocha la tête. Oui, et il faut le faire sortir. Elle regarda Mearns. Convoquer un autre rassemblement. Les mêmes 4. Mais cette fois, c'est moi qui servirai le thé. Et la tasse destinée à la prochaine victime, eh bien, elle n'atteindra pas son but. Dehors, la pluie commençait à faiblir. Mais à l'intérieur du presbytère, l'air était chargé d'une odeur plus lourde que la brume. Une coupe avait été dressée. Un poison avait été versé. Et Miss Marple ne se posait plus de questions. Elle savait. Parce que personne à Dunbridge n'avait jamais remarqué que l'aide de camp du colonel boitait légèrement les matins froids. Et personne n'avait jamais demandé pourquoi le nouveau bedeau, calme, observateur, toujours présent, parlait avec un léger accent français. Pas jusqu'à maintenant. Chapitre 11. L'empreinte digitale sur la page de la Bible. Enfin, Miss Marple explique ce que tout le monde a manqué. La seule empreinte sanglante qui racontait toute l'histoire. La pluie du soir était revenue sans prévenir, furtive et incessante, recouvrant les ruelles de Dunbridge d'un reflet d'eau miroitant, reflétant le vacillement des réverbères à gaz. Dans le salon de Stonebridge Hall, le feu crépitait doucement, projetant de longues ombres changeantes sur les murs. Dehors, les arbres se murmuraient de sombres secrets dans le vent. À l'intérieur, le silence était pesant, rompu seulement par le grincement du fauteuil de Miss Marple, penchée en avant, les mains jointes sur ses genoux. Judith était assise à côté d'elle, les yeux écarquillés d'anxiété. L'agent Mearns se tenait derrière le fauteuil à oreilles, toujours en par-dessus, un carnet sous le bras. Les autres s'étaient également rassemblés, le docteur Bentham, le révérend Alworthy, et même Madame Applewhite, le visage tiré et pâle après ce qu'elle avait failli avouer avant sa disparition. Et maintenant, il attendait sans un mot que la vieille dame en gris s'apprête à démêler ce dans quoi ils s'étaient tous empêtrés pendant des semaines. Miss Marple, quant à elle, n'avait l'air ni satisfaite ni triomphante. Elle paraissait fatiguée, mais son regard était clair et calme, et lorsqu'elle parlait, sa voix était douce et d'une assurance indéniable. « Je crois, commença-t-elle, que nous comprenons maintenant tout
à l'exception d'un petit détail oublié. Une marque, une empreinte digitale. Elle laissa cela en suspens pendant un moment, et la pièce sembla encore plus loin. La Bible, vous vous souvenez, a été retrouvée entre les mains du colonel Weatherby, ouverte sur un passage violent, son pouce droit appuyé contre la page. Cette empreinte de pouce, sanglante, partielle, était la seule chose que tout le monde voyait, mais que personne n'examinait vraiment. Hors contexte, nous pensions tous que c'était la sienne, qu'il l'avait apposée là lui-même, peut-être dans un ultime acte de repentance ou par symbolisme. Mais le colonel était gaucher, un détail mineur peut-être, mais significatif. Il n'aurait jamais utilisé sa main droite pour maintenir la page en lisant. Plus important encore, elle se pencha en avant, ses yeux rivés sur ceux de Mérin. Il n'avait pas de sang sur les mains. Aucun. Il y eut un bref silence tandis que le front du gendarme se fronçait. Mais l'empreinte, il a été placé, a déclaré Miss Marple, après sa mort. Judith prit une inspiration. Quelqu'un voulait nous faire croire que le colonel avait appuyé son pouce sur cette page avant de mourir. Mais l'angle était incorrect. La pression était irrégulière. Et la tache sur le bord indiquait que l'empreinte avait été pressée, appliquée, par la main d'un autre, et non par une prise naturelle. Cela signifie que la Bible a été mise en scène. Madame Ablewhite émit un léger bruit, comme un souffle coincé trop haut dans la gorge. Miss Marple continua doucement. Quelqu'un a utilisé le sang du colonel, probablement celui de sa blessure à la poitrine, pour marquer cette page, pour envoyer un message. Mais pas à nous. À Frédéric. Le nom flottait dans l'air comme de la fumée. Oui, répondit Miss Marple. Frédéric Talbot avait posé des questions. Trop. Il avait appris que Marchand n'était pas seulement une victime, mais le symbole de quelque chose d'enfoui, une trahison, un rapport falsifié, une chaîne de lâcheté qui s'étendait sur des décennies. Il avait retrouvé des éléments. Le journal de Milbank, le sermon caché, les lettres de Cobb, et il était sur le point de les relier. Il avait également retrouvé la version antérieure du testament, signée au nom de Marchand. Un nom qui n'était pas mort en France, comme on le prétendait, mais qui persistait, telle une malédiction. La voix de Mearns était calme. « Et la Bible ?» Miss Marple se tourna vers le feu, regardant les flammes danser. C'était la Bible personnelle du colonel Weatherby. Mais le passage qu'il avait ouverte, celui sur le châtiment et le jugement, n'était pas de ceux qu'il citait dans ses sermons. Il préférait les psaumes. Ce passage était destiné à quelqu'un d'autre. Je crois qu'il était destiné à Frédéric. Je crois qu'il fut convoqué à l'église ce soir-là. Et à son arrivée, il trouva le colonel mort, ou mourant. Le révérend Alworthy expira en tremblant. « Tu veux dire que Frédéric était là ?» Miss Marple hocha la tête. « Il a vu la scène. Peut-être a-t-il cru que le colonel s'était suicidé. Peut-être pas. Mais il a vu la Bible et il a vu l'empreinte digitale. Il l'a interprétée comme un avertissement ou une menace. Et puis il a disparu. » Judith parle lentement. « Tu crois qu'il s'est enfui ?»« Je crois qu'on lui a dit de fuir, » dit Miss Marple. « Par quelqu'un qu'il a rencontré là-bas. Quelqu'un arrivé juste après, ou juste avant, la mort du colonel. Quelqu'un qui avait l'autorité pour intimider, tromper, et quelqu'un qui savait placer un corps et mettre en scène une scène. » Elle se retourna. « Mearns, qui avait les clés de l'église ?»« Le vicaire, le bedeau, Madame Ablewhite, et... » Il s'arrêta. « Et le nouveau bedeau, Marcel. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, Marcel, un homme discret, serviable. Il ne parle jamais, sauf si on lui adresse la parole. Personne ne semble savoir grand-chose de lui. Mais il venait de France, n'est-ce pas? Arrivé à Dunbridge l'année dernière. Besoin de travail. Lettre de recommandation, non. Signé. Et il boite légèrement quand il pleut. » Les yeux de Judith s'écarquillèrent. « Marchand, murmura-t-elle. Miss Marple la regarda. « Non, mais quelqu'un qu'ils avaient, Marchand. Quelqu'un qui était là cette nuit-là. Un commis, peut-être. Un simple soldat. Quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé et qui a juré de garder le silence. Et qui a ensuite utilisé ce nom comme masque. Leonard Cobb, l'assistant du colonel Weatherby, a disparu. Pas de certificat de décès. Pas de billet pour l'étranger. Simplement parti. Mais il est réapparu, sous un autre nom. Marcel.
car Cobb n'a pas seulement vu ce qui s'est passé. Il a activé et, quand Frédéric s'est approché, Cobb a paniqué. Il avait tout à perdre. Madame White tremblait. « Il me l'a dit, » murmura-t-elle. « Il y a des années. Il a dit que si la vérité éclatait, tout le village brûlerait. Il a dit que Marchand n'était pas un fantôme. C'était un secret, un fantôme qu'il fallait tuer sans cesse. » La voix de Miss Marple resta calme. Cobb, Marcel, savait que Frédéric en avait trop trouvé. Il a donc mis en scène la mort de Weatherby pour l'effrayer. Il n'avait jamais eu l'intention de le tuer. Mais comme Frédéric ne partait pas, il a organisé quelque chose de plus durable. La valise, le billet cassé, le manteau, puis le thé empoisonné, destiné à Judith. Ce fut une série de fausses pistes. Et au milieu de tout cela, il a laissé une empreinte, une erreur. Judith se leva lentement. « Où est-il maintenant ?»« Je ne sais pas, » dit Miss Marple, « mais je soupçonne qu'il sera à la chapelle ce soir. Il vérifiera qu'aucun autre secret n'a été révélé, car le rapport final, le brouillon original de Milbank, est toujours caché quelque part, et il compte bien le récupérer. » Marine se tourna vers la porte. « Alors, allons le trouver. » Miss Marple se leva également, la lumière des bougies se reflétant dans ses yeux. « Non, dit-elle doucement, laisse-lui trouver nous. » Dehors, la pluie avait cessé et une lune pâle s'était levée sur les pierres de la chapelle. Quelque part dans l'ombre, des pas allaient bientôt retentir. Et Miss Marple, qui avait tout vu depuis le début, l'attendrait, parce qu'une empreinte digitale, pressée par le mort, avait finalement pointé vers le vivant. Chapitre 12. La prière qui a nommé le meurtrier. Alors que la congrégation baisse la tête, Miss Marple se lève et révèle la vérité que personne n'osait croire. La pluie lissait les pierres moussues de Sainte-Pétronille comme des larmes sur du marbre froid. Les nuages étaient restés bas toute la matinée, et maintenant, juste avant l'office de midi, l'air était lourd d'un silence haletant, comme le silence précédant un cri. À l'intérieur, la nef se remplissait lentement. Les bancs de bois craquaient sous les manteaux humides, et l'assemblée murmurait à voix basse, chacun conscient de l'ombre qui planait sur son village. Un homme était mort, un autre avait disparu. Une guerre que l'on croyait enfouie dans l'histoire avait ressurgi sous la forme de lettres, de confessions et d'une unique empreinte de doigts sanglante sur une page de la Bible. Et pourtant, le meurtrier rôdait encore parmi eux. Miss Marple était assise tranquillement à sa place habituelle, sous la fenêtre est, ses gants repliés sur ses genoux, les yeux fixés non pas sur l'autel, mais sur le dos des villageois rassemblés. Judith Talbot était assise à côté d'elle, raide de tension, son regard se portant régulièrement vers le cœur. Le révérend Alworthy préparait ses notes près du pupitre. Il paraissait épuisé, les rides autour de sa bouche plus profondes que d'habitude, ses mains tremblant légèrement tandis qu'il rangeait ses vers. L'église était presque pleine lorsque la cloche sonna, même si le nouveau bedeau, Marcel, était l'introuvable. Le révérend s'éclaircit la gorge et ouvrit la cérémonie par ces mots familiers, mais une certaine tension se fit entendre, comme si les pierres elles-mêmes autour de lui menaçaient de résonner d'une autre vérité. L'assemblée suivit comme toujours, debout et assise, suivant un rythme régulier. Miss Marple les observa tous, le docteur Bentham ajustant son col, Madame White chuchotant à sa sœur, Marines assis dans l'allée opposée, un carnet caché sous son pardessus. Tous les musiciens étaient là, puis vint la prière finale. La voix du vicaire s'éleva doucement au-dessus du silence, invitant chacun à baisser la tête. Miss Marple ne s'inclina pas. Elle se leva. Il y eut un bruissement de manteau et une confusion sourde tandis que la silhouette menue de la vieille fille se levait, défiant la solennité collective de l'assemblée. Le révérend Alworthy hésita. Judith leva brusquement les yeux. Marine se redressa. « Je vous demande pardon », dit Miss Marple d'une voix calme, mais pleine de force. « Mais avant de vous offrir nos dernières bénédictions, je crois que la vérité doit être dite à voix haute, pas à voix basse, pas dans des lettres secrètes, mais ici, devant Dieu. » Le vicaire la fixa du « Regarde, mademoiselle Marple ?» Elle se tourna vers l'assemblée. « Je sais qui a assassiné le colonel Weatherby, et je sais qui a fait disparaître Frédéric Talbot. C'est la même personne, et il est dans cette pièce. » Un halètement s'éleva. Des murmures jaillirent comme des étincelles. Miss Marple attendait.
Les preuves, poursuivit-elle, ont été soigneusement dissimulées. Un faux testament, une disparition simulée, un suicide simulé, une empreinte digitale apposée délibérément sur une page de la Bible, non pas pour avouer, mais pour induire en erreur. Cette page était destinée à effrayer Frédéric, mais le tueur a commis une erreur. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un parchemin plié. Voici le sermon. Celui que Milbank a écrit, caché dans la chapelle pendant des décennies. Et sur la dernière page, à l'encre ferro-gallique qui s'estompait, se trouvait un nom. Un aveu non seulement de culpabilité, mais aussi de celui qui avait témoigné de la trahison qui a coûté la vie à Marchand. Elle le déplia. Léonard Cobb, l'aide de camp du colonel, un homme que l'on croyait disparu. Mais il n'a pas disparu. Il a changé de nom. Il est revenu. Il y eut un mouvement dans le banc du fond. La voix de Miss Marple était posée. Il est devenu Marcel. Le bedeau. Il a marché parmi nous pendant des mois. Silencieux, observateur, toujours présent, toujours à l'affût. Maintenant, toutes les têtes se tournent. Un homme se tenait au fond de l'église, casquette à la main, manteau noirci par la pluie. Marcel, le bedeau. Son visage était étrangement impassible. « Je me demandais, dit Miss Marple, pourquoi un homme qui boitait légèrement par temps humide accepterait un poste qui l'obligeait à grimper constamment pour sonner la cloche de l'église. Jusqu'à ce que je me souvienne que Cobb, comme Marchand, s'était blessé à la jambe en France. Mais la claudication de Cobb s'était aggravée ces dernières années. Froid, humidité. Le genre de claudication qu'on acquiert dans les tranchées, pas dans les jardins. L'homme ne bougea pas. Frédéric a trouvé la vérité, poursuivit-elle, et Cobb le savait. C'est pourquoi la lettre du recueil de cantiques n'a jamais été remise. C'est pourquoi la confession du sermon a été cachée. Et c'est pourquoi, lorsque le colonel Weatherby a finalement refusé de se taire, lorsqu'il a dit à Cobb qu'il dénoncerait les autorités, Cobb l'a tué. Non pas par colère, mais avec précision. Il avait bien planifié son coup. Il a même sonné la cloche après le coup de feu pour donner une impression spirituelle, ritualiste. Un homme qui met fin à ses jours dans la maison de Dieu. Mais la page de la Bible, dit Miss Marple en haussant légèrement la voix, a causé sa perte. Il a enfoncé le pouce du colonel dans le sang et l'a posé sur ce verset. Mais c'était la mauvaise main, le mauvais angle. Et plus grave encore, c'était mauvais message. La mâchoire de Cobb se serra. Marines se leva de son siège. « Léonard, Cobb, dit-il, je dois vous demander de rester où vous êtes. » Mais Cobb se retourna. Il se glissa dans l'allée. 2 hommes le bloquèrent près du narthex. Il se figea. Miss Marple descendit du banc. « Tu étais un jeune homme effrayé autrefois, dit-elle doucement, et Weatherby s'est servi de cette peur. Mais tu es devenu autre chose. Tu es devenu le gardien d'un mensonge. Et quand quelqu'un menaçait ce mensonge, tu tuais pour le protéger. » Cobb la regarde. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était basse et rauque. « Weatherby l'a commandé. J'ai juste regardé. »« Et puis tu as vécu dans son ombre, » répondit-elle, jusqu'à ce qu'il essaie de pénétrer dans la lumière. Rain frappait aux fenêtres, comme pour les rejoindre à l'intérieur. Cobb se laissa emporter. Marines le conduisit dehors en silence. La porte se referma derrière eux. Miss Marple retourna à son banc. Personne ne parla pendant quelques instants. Puis le révérend Allworthy, les mains tremblantes, s'éclaircit la gorge et reprit. La prière finale était différente maintenant. Une prière non pas pour la paix, mais pour la clarté, pour la vérité. Et tandis que les têtes s'inclinaient à nouveau, Miss Marple gardait les yeux ouverts, parce que la prière avait nommé le meurtrier, et la justice s'est inclinée avec elle.